Roulement de tambour pour l'iPhone 14 et 14 Plus jaune. Apple n'a rien trouvé de mieux pour tenter de sauver ses deux iPhones non pro, alors le coloris Canary suffira-t-il ? Du lourd, du vrai dans les tuyaux côté Mac, entre le MacBook Air 15,5 pouces, le Mac Pro et l'iMac qui revient dans les pronostics. Ce printemps pourrait nous surprendre et le M3 attendra-t-il l'année prochaine ? Visiblement non, on va en discuter avec Frédéric Crassa. L'air de rien, votre vie numérique est suspendue au chiffre de votre code de déverrouillage d'iPhone. Un inconnu ne vous offre pas des fleurs, mais il intercepte votre code par-dessus votre épaule avant de vous voler votre téléphone et en quelques minutes, vous risquez de perdre beaucoup plus qu'un iPhone. On va en discuter. La AVOD, vous savez ce que c'est ? Eh bien non, rendez-vous avec le dîner d'Eli, plus précisément au moment du dessert. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, cette semaine, Blink, le moteur de rendu concurrent de WebKit que Google teste dans Chrome pour iOS, un bonus audio et vidéo à écouter et à regarder sur patreon.com/iweek. 127e numéro d'iWeek, la semaine Apple déjà. Et oui, bonjour, bonsoir, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité au podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Nous sommes le mardi 7 mars, il est 18h30 et je m'appelle Benjamin Vincent et je salue mes copains du jour. Salut Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à tous. Ah oui, très content d'être là comme d'habitude. Et oui, grand plaisir pour moi aussi. Salut Eli. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là, malgré les conditions. Comment ça les conditions ? Mais oui, il y a une tempête sur Nice. Si, là on est parfait, mais il y a une tempête sur Nice qui fait que même la fibre ne marche pas. Donc, oui. Grâce à la 4G, je suis parmi vous, mais ça a été de justesse. Ah bon, j'avais cru que tu avais ressorti ton modem 56K. Presque. Presque. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver tous les deux, n'est-ce pas, mon cher Fabrice Neumann, hein, très, très chouette. Merci bien. Et puis, on est quatre en l'absence de Gilles et de François, puisqu'on retrouve un habitué désormais d'iWeek, c'est notre copain spécialiste des composants et processeurs, Frédéric Crassa. Salut Frédéric. Bonjour Benjamin, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être de retour. Oui. On commence à s'habituer à venir, hein. C'est sympa. Mais oui, alors c'est un plaisir pour nous aussi, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as pris un peu d'avance sur le M3 ? Ouais, on va en parler. Non, ça m'énerve là. T'arrives énervé déjà. Ouais. On n'a pas commencé. T'es déjà un peu énervé. Guillaume t'a énervé. Bon, on va en reparler. Alors, ne bougez pas. Vous qui nous suivez sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube à partir du dimanche, si vous voulez plusieurs heures, voire plusieurs jours d'avance, c'est sur patreon.com/iweek que ça se passe. Et ce n'est que l'un des privilèges réservé à notre communauté puisque vous échappez aussi à la pub en pré-roll et puis vous êtes les seuls à bénéficier de notre bonus hebdo exclusif qu'on enregistre juste après le générique de fin en version audio et vidéo comme vous préférez. Fabrice, le sujet cette semaine c'est lié à Safari et à son moteur de rendu Made in Apple. Oui, on se rappelle que quand on utilise un navigateur internet, quel qu'il soit sur l'iPhone, il va forcément utiliser le moteur de rendu HTML2 d'Apple, WebKit. C'est obligatoire, même si on a Chrome, Firefox, n'importe quoi d'autre installé sur l'iPhone. Et il semblerait que certains se préparent à une potentielle ouverture, puisque il y aurait des versions de Chrome et de Firefox qui utiliseraient leur propre moteur, et donc ça peut signaler des changements, c'est intéressant. C'est donc dans le bonus à retrouver sur patreon.com/iweek. Dans un instant, une grosse page iPhone avec l'iPhone 14 jaune. Sauvera-t-il le soldat iPhone et iPhone Plus ? Et puis coup de projecteur sur la sécurité de votre boîte au trésor numérique avec le code de déverrouillage de cet iPhone qui en est le gardien et que les voleurs ciblent désormais. Mais d'abord, le printemps va-t-il tourner à un festival d'annonces pour les Mac ? A tout de suite.
Beaucoup d'incertitudes sur le timing, mais un sentiment croissant que le printemps et l'année 2023 sera chaud pour les Mac, MacBook Air 15,5 pouces, Mac Pro et désormais aussi iMac V2, avec des stratégies imbriquées entre 3 générations de processeurs qui pourraient même cohabiter. Le M1 Max et Ultra qu'on trouve encore sur le Mac Studio, le M2 qui a commencé à débarquer et le M3 attendu sur l'iMac peut-être en premier. Alors on va essayer d'y voir clair en partant du calendrier potentiel, puisque d'une certaine manière, le plus certain de ces 3 Mac, le MacBook Air 15.5 n'est plus aussi sûr pour les prochaines semaines. Vous avez peut-être vu comme moi passer une date de keynote potentielle le 21 mars, alors très hypothétique, aucune confirmation, mais les dernières rumeurs, les toutes dernières, laissent planer le doute sur l'arrivée de ce MacBook Air au printemps. Comment est-ce que vous voyez la chronologie ? Allez, je vais me tourner vers notre invité, vers notre ami Frédéric Crassa. Qu'est-ce qui va se passer en premier, à ton avis, Frédéric ? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, évidemment. Apple. Comment ça ? C'est pour ça qu'on t'a invité. Oui. Malgré que je travaille pour un opérateur avec un logo carré, voilà. On n'est pas beaucoup plus informé que les journalistes. Mais je sais que les journalistes, vous avez d'étroites relations avec. Nous, on l'est pas du tout, donc si tu veux, non, moins que nous, c'est pas possible. Donc c'est difficile. Bon, en même temps, c'est sympa, ça fait plein de buzz, etc. Hein, c'est vrai que pour moi, c'est vrai on a vu qu'ils avaient enregistré quand même la keynote de l'automne. Même si les MacBook Pro ont pris du retard, on a eu quand même droit à une vidéo enregistrée, donc il y avait eu un effort qui avait été fait. Je pense qu'ils n'ont pas pu, pour des questions, on en a déjà parlé ici, de production et sortir pour l'automne, fin d'année, ces Mac Pro, c'est sorti plus tard. Je vois pas Apple ne pas faire de keynote et attendre la WWDC, qui est pas non plus la keynote la plus suivie de l'année. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de choses à faire, et notamment, je crois qu'il en parlait, il y a quand même Apple TV+, qui a quand même une très forte importance. Ça, c'est plusieurs centaines de millions de dollars qui sont dépensés. Il y a des programmes de printemps qui arrivent, sortie d'hiver, début printemps. Donc je pense qu'ils doivent quand même, au-delà du communiqué, faire une keynote pour expliquer ce qui va débarquer. Quand même au niveau Apple TV. On a Severance, ce qui est l'une des plus grandes séries d'Apple TV et bien d'autres. Mais surtout, c'est que je vous rappelle qu'il y a quand même un iMac 24 pouces qui pourrait très facilement recevoir une puce M2, ça coûte rien. Maintenant, la puce M2, je pense qu'elle est quand même bien vendue et elle est bien calibrée. Franchement, pourquoi perdre de l'argent sur une machine qui va se vendre de moins en moins ? Je note aussi que Apple fait d'énormes... Tu parles de quelle machine ? L'iMac 24 pouces. Toujours en M1. C'est le seul, hein. C'est le seul qui est qu'en M1. Le M1, ça date quand même de 2020, je crois. On est en 2023. Bon, là, je pense qu'il pourrait quand même mettre une puce M2. Et puis, il y a ce fameux MacBook Air. C'est pas parti pour, hein. D'après les rumeurs, mais je vois pas pourquoi il mettrait pas à jour. Il laisserait l'iMac. L'iMac est une machine importante. Je vois pas pourquoi il la laisserait passer. Donc pour moi, je ressens ça. D'où la stratégie de gamme et de gamme de processeurs qu'on a de plus en plus de mal à lire de manière claire. Hein. On le dit depuis plusieurs semaines. Donc oui. Pour résumer, Fred, pour toi, ouais. S'il se passe quelque chose au printemps, c'est quoi ? Et dans quel ordre ? Pour moi, il y a quand même, honnêtement, toutes les gammes, que ce soit le Mac Mini, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces sont tous avec du M2. Il y a du M2 partout. De temps en temps, il y a un peu de M1 pour le MacBook Air Air pouces. La MacBook Air 13 pouces, il existe encore en M1. Il y a aussi, mais le iMac doit passer, c'est vraiment le truc à vendre. Il doit passer en M2. Il y a Apple TV+, il y a aussi la partie MacBook 15 pouces qui est... Enfin, avant, on avait deux tailles d'écran pour le MacBook. Maintenant, il y en a qu'une sur le MacBook Air. Je vous rappelle quand même qu'il y a un écart de plus de 1 000 € entre un MacBook Air 13 pouces et si vous voulez une version plus grande, vous tapez le MacBook Pro 16 pouces. Il y a un gap financier de plus de 1 000 € entre les deux configs d'entrée de gamme. Donc, c'est sûr que s'ils n'arrivent pas à coller un 15 pouces
entre les deux, ça serait dommage. Donc moi, je vois bien le MacBook Air 15 pouces qui sortirait dès le printemps. On a les processeurs, il faut l'agrandir, mais ça n'a rien de... Moi, je trouve que ça serait bien. Moi, je vois ça. Et puis le Mac Studio, qui n'a pas été renouvelé. Pour info, le M2 Max qu'on a vu qu'on a vu au niveau du die, on voit très bien les deux colonnes descendantes qui vont vers le Fusion. C'est exactement la même structure, c'est les mêmes autoroutes de communication pour faire parler deux M2 Max. Donc, je vois bien aussi un M2 Ultra qui pourrait être aussi facilement mis à jour pour le Mac Studio. Donc voilà, ça c'est ce que je ressens, c'est assez classique en fait. Bon, je retiens que la logique numéro 1 pour toi, ce serait un iMac M2 très vite. Mais c'est personne ne dit que c'est dans les tuyaux pour le coup. Donc j'ai peur que tu sois déçu de ce côté-là. C'est pour ça que je prends le pari. Bon, la chronologie, on reste sur cet angle-là. Fabrice, Élie, lequel de vous deux veut se lancer? Vas-y Élie, c'est toi qui sais. Non, moi je sais pas, j'aimerais beaucoup savoir. Mais moi, mon analyse, ça dépend du processeur en fait. C'est-à-dire que on avait entendu parler dans les premières rumeurs d'un MacBook Air 15 pouces 5 avec un processeur M2 et un processeur M2 Pro. Ça aurait eu du sens et comme a dit Fred, les processeurs sont prêts et il n'y a qu'à les mettre dans la machine. Les dernières rumeurs disent non, en fait, il va y avoir un MacBook Air 15 pouces 5, mais ça en M3. Et alors là, je dis stop, arrêtons tout. M3, pourquoi? Parce que le M3, revenons au début, est basé sur le processeur A17 qu'il va y avoir normalement dans l'iPhone 15. Et donc, c'est à partir de ce processeur-là qu'on va faire un M3. Ça a toujours été comme ça jusqu'à ce jour. Donc, le processeur existe parce que la fabrication de ces iPhones de septembre, elle doit être déjà en phase de test. Donc, le processeur existe. Est-ce qu'il est déjà décliné M3 ? C'est pas impossible. Par contre, est-ce qu'Apple ferait pour la première fois une sortie de processeur sur Mac avant de le sortir sur iPhone? Ça, c'est pas comme ça que ça marchait avant. Donc, ça, c'est mon doute. Donc, et ça peut justifier un retard. S'il s'agit du MacBook Air 15 pouces 5 avec un processeur M2, qui lui existe depuis longtemps, il pourrait sortir en avril sans aucun problème. Il pourrait sortir en mai, s'ils avaient un peu de retard, mais il pourrait être là. Il n'y a pas besoin de Keynote, puisque le processeur existe, et c'est juste une machine avec un écran plus grand et guère plus. Il y a un marché, certainement, on l'attend avec impatience, mais là, ça serait facile. Si on change de processeur et qu'on passe au M3, alors là, on remet les compteurs à zéro. Parce que d'abord, il faudrait parler du M3, donc Keynote. Si on parle du M3, ça veut dire WWDC. Et donc là, oui, il pourrait y avoir un MacBook Air 15 pouces 5 M3, peut-être un MacBook Air 13 pouces M3 aussi. Donc ça serait la nouvelle entrée de gamme. C'est les dernières rumeurs de Gurman, il parlait d'un 13 et d'un 15, donc un M3. Donc ça c'est possible si le processeur existe. Derrière arriverait l'iMac, donc il n'arriverait pas en premier. Et là, ce que j'ai lu un peu partout, c'est que l'iMac arriverait vraiment après l'été, donc et probablement après les lancements d'iPhone. Donc on est en train de parler de octobre-novembre. Ce qui, si c'était la première machine M3 comme on avait déjà entendu dire, ça serait assez logique, ça laisserait le temps à l'iPhone de sortir et puis après on aurait la première machine M3, iMac suivi de tout ce que vous voulez en M3. Voilà comment je le vois. Au milieu, il y a le Mac Pro, mais le Mac Pro, comme a dit Fred, il pourrait très facilement sortir avec un M2 Ultra, donc les deux processeurs max collés. Et là, ça fait un Mac Pro. Et lui sortirait à la WWDC, comme il a déjà été question lors d'autres sorties de Mac Pro. Voilà un peu mon calendrier à moi. Alors, Fabrice, je vais passer à toi, mais juste je retiens une chose de ce que tu dis, Élie, c'est qu'il y a une très grosse incertitude autour du MacBook Air, parce que tu le vois aussi bien en M2 qu'en M3. Et donc, si c'est en M3, c'est pas le même calendrier que si c'est en M2, forcément. Exactement. Fabrice, donc là on est le 7-8 mars. Comment tu vois les 6 prochaines semaines et au-delà? Alors pour moi, tout dépend d'une seule question, en fait, c'est de savoir, vous me direz ce que vous en pensez, si le M3 va être gravé en 3 nanomètres ou pas.
Oui. Parce que si c'est le cas, et alors si c'est le cas, moi je pense qu'il y a une possibilité pour qu'il ne soit pas basé sur le A17, qui lui ne le sera pas, si je ne m'abuse. Pas sûr, hein. Parce que le A17, il est pour l'iPhone 15 comme Pro, en tout cas au moins, comme l'a dit Ellie justement, et la gravure en 3 nanomètres est pas prête pour équiper 70 Pour les millions d'iPhone par quantités, trimestre. ouais. Et donc, du coup, le M3 sortirait après ça et ne serait pas basé sur le A17, ou en tout cas pas sur la même techno de gravure, ce qui serait une vraie cassure justement par rapport à ce qu'on a vu jusque-là depuis donc 2020, c'est pas non plus si vieux que ça. Et moi, je pencherais plutôt pour ça, en fait. C'est que le processus 3 nanomètres du M3, qu'ils attendent avec impatience chez Apple, on sait que TSMC a pris du retard, etc., qui fait que le M2 est un processeur meilleur que le M1, mais quand même un petit peu d'attente. C'est ce qui fait que ce serait plus intéressant comme processeur pour des nouveaux Mac. Et qui ne sortirait pas tout de suite. En plus, le M2, même si c'est un processeur intermédiaire, ça vient de sortir quand même. Donc, je vois pas trop comment il pourrait faire par exemple un MacBook Air 15 pouces 5 avec un M3 là maintenant, alors que d'abord c'est pas prêt, et puis ce serait probablement sur le même moule un peu agrandi que le MacBook Air M2 qu'on connaît, 13 pouces. Donc voilà, donc tout ça pour moi ça repose là-dessus, c'est-à-dire que c'est cette finesse de gravure qui guide tout, voire qui coince tout, puisque TSMC a pris un peu de retard là-dessus, si je ne m'abuse. Donc moi je vois bien, pour revenir à la chronologie, le MacBook Air 15 ou 15 et demi là bientôt sur un M2. Parce que voilà, ça a l'air de se préciser un peu, et puis en fait c'est tout. C'est-à-dire qu'ensuite, à WWDC, on verra si ça parle du Mac Pro, et l'iMac, c'est plus tard. Gurman, ça fait des mois qu'il dit que l'iMac passera au M3 en direct. Il y a potentiellement plein de raisons pour ça. C'est une machine qui... Je sais pas, moi je vais pas regarder les chiffres de vente, mais enfin ça se vend un peu tout seul. Et puis c'est pas tellement la puissance pour l'iMac qui est le plus important, puisqu'il y en a d'autres, des machines qui sont puissantes. C'est des gens qui veulent vraiment un truc un peu joli, un peu fun, comme les premiers iMac en 97 quand Jobs est revenu. Hein. C'était pas les machines les plus puissantes, mais elles sont sorties en couleur et ça a fait un malheur. Donc je vois plutôt l'iMac comme ça, moi. Voilà. Donc plus tard, en M3. Frédéric Crassa, tu voulais intervenir. Oui, alors, il faut bien comprendre qu'au niveau des usines, des microprocesseurs, comme dit Fabrice, c'est ça qui structure. On a beau faire tout ce qu'on veut, quand on veut faire une nouvelle génération, pour un ordinateur, c'est pas tellement de dire il y a le dernier Wi-Fi 6E ou le dernier Bluetooth 5.3. C'est très bien, c'est sorti sur les derniers Mac Mini. Tout ça, c'est très bien, mais c'est un petit peu la fioriture. Vraiment, le cœur, c'est le processeur. TSMC est pas tellement en retard. TSMC avait dit on va commencer la production initiale fin 2022. Et la production initiale, c'est une production où on peut commencer déjà à travailler, à faire les tests, etc. Mais évidemment, on peut pas faire des séries aussi énormes, ce qu'ils appellent le bulk, la production de masse pour un A17 qui se compte en millions de processeurs. Jusqu'à présent, il y a raison, Apple, pas pour des raisons, alors peut-être pour des raisons financières, parce que l'iPhone, c'est quand même 70-80% de son chiffre d'affaires, a toujours misé, et ça a toujours été le cas, le dernier cri en termes de gravure, c'est toujours pour la puce de l'iPhone, qui, je vous rappelle, la dernière est gravée en 4 nanomètres P, ce qui n'est pas le cas, je vous rappelle aussi, des M2. Les M2, c'est du N5P. Donc, ils bénéficient pas du même processus. Alors, pourquoi ils bénéficient pas? Parce que c'est pas les, y a beaucoup plus d'optimisation pour une puce d'iPhone. Elle peut pas grossir autant que sur un Mac. Et donc, il faut vraiment roder la chose. Donc, pour moi, Gurman, il faudrait qu'il regarde un petit peu ce qui se dit aussi à Taïwan. Samsung explique depuis juin 2022 qu'ils peuvent faire du 3 nano. Vous avez vu une puce Samsung en 3 nanos dans un produit actuellement, ça fait 9 mois. Il n'y a aucun produit
en 3 nanos. TSMC est pas dans l'annonce. Ils ont dit, je crois que c'est l'autre qui parle. TSMC, il discute, ouais, il est un peu sensible. TSMC, ils disent, on va passer en phase initiale fin 2022 et on va monter progressivement, et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Apple. On sait que toute la ligne 3 nano, ça on le sait, hein, la Fab 18, ça c'est Taïwan Digitime qui l'a reporté. La Fab 18 est entièrement consacrée, donc ils ont toute la ligne production de 3 nano qui est réservée à Apple. Ils font un process qu'on appelle le N3B. C'est un process de gravure spécifique à Apple que les autres, les Qualcomm et tout ça n'auront pas. C'est une optimisation spécifique. Alors là, c'est du sur-mesure pour des clients qui sont capables de produire énormément de puces. Et je pense qu'en fait, ils sont en train de monter en performance, en qualité de ce qu'ils appellent, j'en ai parlé ici, de rendement, le yield. Il est hyper important parce qu'on va produire énormément de puces dès le mois de juin. Hein, ça commence en juin, les puces. Hein, pour l'iPhone, il faut qu'il y ait un rendement maximum pour avoir des coûts vraiment très bas, pour pas que l'iPhone soit complètement dépositionné par rapport à ses concurrents. Et il faut absolument, par rapport à Samsung et à tous les autres, avant Noël, être le seul, et ça sera sûrement le seul acteur à proposer du 3 nano. Avec, je vous rappelle quand même, une efficacité énergétique de 30%, une performance, c'est pratiquement plus 20%, et puis on met plus de transistors, enfin c'est la totale. Donc pour moi, le A17, il va être 3 nano, ils n'ont pas les moyens, ils ont été jusqu'au bout, si vous voulez, avec l'A16, ils sont en 4 nanomètres P, en fait c'est pas du 4 nano, en fait, hein, c'est du 5 nano, mais très optimisé. Ils peuvent plus aller, ils peuvent pas sortir un A17 en 4 ou 5 nano. Donc ils sont un peu bloqués, il faut vraiment qu'ils sortent la production, et je vois mal Apple dire « Oh, putain, c'est déjà compliqué, on change de process, et en plus, on va mettre du M3, et puis en plus, on va le faire passer avant. On n'a même pas validé la puce A17, comme disait Eli, mais on va faire aussi en parallèle, comme si les équipes étaient extensibles, on va en plus faire du M3, alors que personne n'attend le M3. On est en train de découvrir les M2 Pro, s'émerveiller. Tout le monde dit, on a des machines, elles sont presque trop puissantes. C'est des monstres. Elles sont. Pourquoi prendre le M3 ? Je veux dire, franchement, déjà avec un M2 ou M2 Pro sur un Mac Mini, c'est extraordinaire. Donc je crois pas tout ça. Là, Gurman m'a énervé. Hein. J'en ai parlé, il m'a énervé. Il m'énerve. Il lit pas Digitime. Il faut lire les Taïwanais quand même. L'industrie, elle a quand même des marqueurs, tu vois, Benjamin, assez forts. On fait pas n'importe quoi dans les microprocesseurs parce que quand on lance des séries, c'est par millions. Et on peut pas s'amuser comme ça à changer les plans, etc. Donc, pour moi, vraiment, il y a pas de raison de garder un iMac sans M2, de le laisser tout seul comme ça. D'ailleurs, à la dernière, j'écoutais, parce que je suis un fidèle, hein, vous le savez, je suis un fidèle. On sait. En plus, je soutiens. Je suis fidèle et je vous soutiens. C'est mais vrai. Vous disiez... Patreon.com/iWeek. Voilà. Et je fais la promotion sur Twitter. Et Eli disait, on a une ristourne, c'est du jamais vu, sans reprendre un ordinateur, de 200 € sur les MacBook Air M1. Le MacBook Air M1 va dégager. Il va dégager, ils vont sortir, ils sont en train de libérer, ils vont arrêter les productions du M1, et s'ils arrêtent les productions du M1, c'est parce qu'ils vont intensifier les productions du M2. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai jamais vu Apple... faire des promos comme ça. C'est vrai qu'elle disait c'est la première fois qu'on a ce genre de promo. Je crois que sur Amazon aussi, il avait fait il y a quelques temps aussi une promo c'est-à-dire en gros on touche à 1 000 € au lieu de 1 200 un MacBook Air. Je pense qu'ils sont en train d'éliminer leur stock de puces M1. Ils vont vraiment l'arrêter et l'iMac va dégager en avril ou en mars pour passer en M2. Il faut vraiment qu'ils optimisent leur puce M2. Ça coûte plusieurs centaines de millions de dollars de concevoir une puce M2. Pourquoi ne pas la vendre sur tous les Macs, notamment l'iMac. Donc alors, moi je suis plutôt dans ça. Je retiens que tu es quand même à l'opposé de tous ceux qui donnent des tuyaux sur l'univers Apple. Toi, tu vois arriver un iMac M2 avant l'été. Ah oui, ça arrivera avant l'été, oui. Écoute, tu es vraiment le seul à y croire, donc si ça arrive, franchement... on va t'envoyer la couronne, la médaille, la bouteille de champ, etc. Hein. Mais je te rappelle que j'étais au mois de novembre, j'avais annoncé avec Vadim de MaxTech que la puce M2 Max
il manquait un bout et on pouvait coupler les deux. Et à l'époque, c'était au mois de novembre et c'est sorti en mars. Hmm. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des réseaux industriels, des réseaux La M1, tu veux dire, purement la M1. silicone. La M1. Le M1, pardon, le M1 Ouais. Max. Et on voyait qu'il y avait une bande et je voyais les deux autoroutes qui descendaient, j'en avais parlé. Et j'avais dit, ils sont en train de nous faire, et ça n'existait pas en plus, ça, ce genre de Tu l'avais technologie, dit c'est un ici, petit on peu se souvient bizarre. très bien. Et donc ça avait été. Donc il faut prendre un petit peu de risques. Et puis si je me suis loupé, mais à culpa. De toute façon, on essaie tous de faire notre pronostic. C'est un petit peu le jeu, quoi. Bien sûr. Ellie, Oui, c'est toujours effectivement par rapport à ce qu'on vient de dire. Apple était sur un cycle de produits de l'ordre de 18 mois. Or, si vous vous rappelez bien, les M2 ont été annoncés à la WWDC. Donc, est-ce que ça serait logique de changer les MacBook Air 13 qui aujourd'hui sont en M2 en moins d'un an quasiment par du M3 qui a priori n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que ça apporterait au MacBook Air 13 Si on suit le cycle, effectivement, on va peut-être parler du M3, soit à la WWDC si vraiment il est prêt, soit plutôt après la keynote iPhone. Derrière arrivera un produit, peut-être ça sera l'iMac, peut-être ça sera le MacBook Air, il sera en M3, et puis après, en 2024, on passera au M3 Pro et M3 Max, et on sera dans les délais, dans les cycles produits habituels. Ce cycle de moins de 12 mois serait un peu étonnant. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'ils avaient dit au début. Ils avaient parlé d'un MacBook Air 15 pouces 5, M2 et M2 Pro, ce qui est déjà énorme pour un MacBook Air. Hein. Donc, quel intérêt de mettre un M3, sauf s'ils en ont beaucoup. Mais justement, ce qu'on vient de dire, c'est que s'ils en ont beaucoup, ils les gardent pour l'iPhone. Il faudrait qu'ils en aient vraiment beaucoup pour faire M3 plus A17. Donc, voilà. J'avais une question à te poser, Fred. Est-ce que ça te semblerait illogique que la gravure 3 nanomètres soit pas prête suffisamment à temps pour que l'iPhone ait le volume en septembre, et donc que le A17 ne soit pas en 3 nanos, mais en revanche que le M3 arrive bien à la fin de l'année, donc avec les 2-3 mois en plus, et en quantité moins importante, en 3 nanos lui. Alors, oui, effectivement, il pourrait dire, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt sur le 3 nano. Le seul truc, ce qui me dérange un petit peu, c'est que tous les sites comme Digitime, mais il y en a d'autres qui regardent la production de TSMC, alors de loin, parce que TSMC, c'est comme Apple, ils communiquent pas beaucoup, mais apparemment, le rendement, parce que tout ça, le 3 nano, ils savent le faire. Alors, Samsung sait le faire et TSMC sait faire du 3 nano. Ça, il n'y a pas de souci, c'est validé, il y a aucun problème, c'est annoncé aux actionnaires, etc. Le problème, c'est le rendement. Est-ce que les puces sont viables économiquement? Il ne faut pas que la puce coûte $400, hein, il faut qu'elle soit en dessous de $100. Apparemment, le yield, le rendement de TSMC est très très bon. Et ça, il ajuste avec Apple. C'est le seul client avec qui il travaille actuellement sur le 3 nano de façon vraiment industrielle. Il paraîtrait, les journalistes de Taïwan disent qu'il est vraiment très bon et qu'il était même, dernièrement, ils avaient dit qu'il était même bien meilleur que prévu. Donc, on va avoir un très bon rendement sur le 3 nano. Et je vous rappelle que le 3 nano qu'ils font, c'est pas tout à fait comme passer du N5 au N5P au N4P. C'est pas une évolution, c'est vraiment, on change de nœud. Donc, c'est une autre façon de concevoir la gravure. Donc, c'est un pas assez énorme, un petit peu comme on avait vu Apple, le risque, là, ils doivent savoir, là, actuellement, s'ils peuvent sortir du 3 nano pour le mois de juin. Là, ils doivent le savoir et ils doivent lancer les... Alors après, ils ont toujours un plan B, à part que le plan B, si vous voulez, le 5 nano, ça fait quand même des années qu'on l'utilise, qui s'appelle N5, N5P, N4P. C'est toujours du 5 nano. Si vous voulez, au bout d'un moment, on ne peut plus faire grand-chose, surtout dans un iPhone. Sur un Mac, on peut toujours agrandir un peu la puce. Mais sur un iPhone, on ne peut pas tellement agrandir la puce et on a des problèmes de consommation. Donc il pourrait effectivement sortir le 3 nano, pour moi, en fin d'année plutôt. Mais honnêtement, vous imaginez un iPhone 15 qui n'a pas du 3 nano? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Non. Non. C'est hyper compliqué. Hein. Donc TSMC, c'est le meilleur. Moi, je suis sûr qu'ils vont le faire.
Alors peut-être aussi, vous en parliez la dernière fois, parce que vous savez que je suis infidèle, je le répète, mais je vais le répéter, l'iPhone, ils l'ont splitté quand même en deux. C'est-à-dire que la production du state of the art, the cutting edge, comme ils disent les Américains, elle est quand même moindre. Le problème, c'est que tout le monde achète du pro. Ah oui, Bah oui, c'est bien le problème, justement, c'est qu'il faut, sur les On va en 70 reparler. millions Dommage. par trimestre, il y en a plus de la moitié, c'est du pro, finalement. Voilà, alors comment vous faites quand vous devez faire ça? Eh bien, peut-être que la production du 3 nano pour l'iPhone, elle va pas commencer vraiment en juin. Et que si, moi je serais Johnny Strauchy, si vraiment je voulais, si j'ai pas de plan B, parce que je suis vraiment au bout du 5 nano, eh bien, je commencerai à bien travailler le 3 nano dès le plus vite possible, mais surtout commencer déjà à produire, même si ça coûte un peu plus cher, après tout Apple a les moyens, mais commencer à faire des réserves et à produire du 3 nano pour l'iPhone bien avant juin, parce que ça c'est un cycle facile quand on maîtrise la gravure, hein, quand on fait chaque année juste une petite évolution tranquille sur le 5 nano. Mais peut-être qu'avec ce saut 3 nano, qui est quand même un saut important, la production de puces, alors peut-être que d'ailleurs les journaux nous diront, parce qu'ils verront les activités avec les camions au niveau de l'usine qui est au sud-ouest de Taïwan, de la Fab 18. Ça, ils arrivent à le voir, hein, quand il y a beaucoup d'activités, ça fait beaucoup de personnel et il y a plein de camions qui arrivent. Et peut-être qu'effectivement, ils vont commencer avant pour compenser le fait d'avoir une production qui n'est pas aussi intensive qu'en 5 nano. Mais ils ne louperont pas, franchement, ils vont pas louper l'A17, c'est quelque chose qui est hyper stratégique pour Apple. J'imagine même pas la pression que les équipes ont sur la 17. Et je vous rappelle qu'à la WWDC aussi, pour revenir sur les annonces, on est censé avoir aussi un casque de réalité virtuelle en 3 nano. Oui. Il y en a qui parlent du 3 nano, vous vous rendez compte? Bon, il n'y aura pas besoin de beaucoup de quantité vu le prix de la question. Ça, c'est vrai. Au Ça, moins, c'est c'est une bonne chose. Bon, alors, de ce que je retiens, sur le MacBook Air, on n'est pas si sûr que ça de ce qui nous attend. M2, probablement, mais ça pourrait aussi être du M3 un peu plus tard, potentiellement en juin, si je comprends bien. Pas sûr. Le M3 Pas sûr, en juin. Ou fin de Si l'année. on écoute les avec camarades, l'iMac, il n'y a pas de M3 sur un MacBook Air comme ça en juin, parce que du coup, non, même fin de avec des l'année. bons rendements, comme dit Fred, ce serait tout pour la 17. Moi, je mets pas de pièce Bon, là-dessus. fin de l'année. mais, Alors, on va dire que le M3 arrivera après l'iPhone, dans tous les cas. Ouais. Hein, ça, on Comme peut d'hab. dire ça. Oui. Et donc, s'il n'y a pas d'iMac M2, il n'y aura pas de nouvelle iMac avant la fin de l'année. Alors là, Et là, et là j'ai un peu de mal quand même. Fred est pas content, là, si c'est ça. Ben non, oui. non. Nous non plus, hein, mais hélas. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'iMac quand même. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'iMac. C'est un ordinateur qui vaut quand même. Il est pas tout à fait à 2000, 1400. mais les configs. Je sais pas. Là, c'est plutôt Willy qui pourrait nous dire à combien les gens achètent vraiment l'iMac. Plutôt le modèle du milieu qui est à 1749, je crois. Le 1400 qui est le premier, bon, comme souvent, le premier modèle, il est un peu limité en disque, il est un peu limité dans ses capacités. Souvent, les gens achètent celui du milieu parce qu'en plus, c'est celui qui a l'adaptateur Ethernet, tant qu'à faire, au niveau de l'alimentation. Donc, c'est un meilleur produit. Maintenant, ceux qui veulent le produit le moins cher achètent le premier modèle. C'est les deux premiers qui se vendent, quoi. Bon, donc on va se dire que l'iMac sera probablement plutôt fin d'année en M3, sauf pour faire plaisir à Fred, et dans ce cas-là il sortira plutôt en M2. Le MacBook Air 15.5, si tout va bien dans les semaines qui viennent, en M2. Ouais, on va vite le voir. Pro. On va vite le voir. Et je vous rappelle qu'un MacBook Air 13 pouces, il est à 1500 €. Un client qui veut juste, j'imagine un client qui va voir Ellie, qui veut juste dire j'aimerais bien ça, mais un peu plus grand. Il va sur le 16 pouces Pro, c'est le double, c'est 3000 €. Non, il peut prendre, il peut prendre le 14 Pro, c'est déjà un peu plus grand. Le 14, il est à peine plus grand, il a une dalle de 14 pouces. Et si quelqu'un veut une dalle vraiment plus grande, parce que je rappelle qu'ils ont agrandi le R, je crois, hein, ils l'ont agrandi à 13,6. 13,6. Et l'autre, il est à quoi? 14,2 14,2, ouais. Ouais, donc c'est rien. Donc si vous voulez, actuellement chez Apple, on n'est pas chez Dell, actuellement chez Apple, si vous voulez passer d'un 13 pouces à un 16 pouces, c'est comme si vous payiez 2 MacBook Air.
C'est un truc de fou. Oui. Moi, j'ai calculé le gap, c'est 1500 €. Hein. Bon, il y a d'autres Donc, différences, c'est quand même un Oui. peu rude pour avoir un grand écran, quand même. ouais. Bon, à ce Enfin, moment-là, je- il y avait pas, on avait pas autant de choix, mais oui, tu as pas tort. J'essaye de faire une sorte de résumé pour qu'on s'y retrouve. Donc, Ouais. sur l'iMac et le MacBook Air, on est bon. Le Mac Pro, Ouais. au plus tard WWDC. Mais ça pourrait Oui. être avant. Oui. C'est pas forcément logique, mais les derniers bruits qu'on entend là ces derniers jours disent que ça pourrait être aussi avec un paquet d'autres annonces là au printemps. Moi, j'y crois pas trop. Non, moi Ouais. non plus. C'est Non, trop, c'est un c'est produit trop une de machine pour les développeurs, WWDC. Oui, exactement. probablement. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Mac Studio. Le Mac Studio. Alors, quand est-ce qu'il va évoluer le Mac Studio? Et est-ce qu'il va rester au catalogue? Ça dépend du Mac Pro. Tout ça dépend du Mac Pro. Mais les deux vont cohabiter ou pas, à ton avis, Fred? Moi, pour le Mac Studio, ce que j'ai regardé, j'ai essayé de regarder où est-ce qu'il restait des M1 Max. Alors, il n'y en a pas sur le 14 pouces, parce que tout est passé en M2, Pro et Max. Le 16 pouces, il n'y en a pas. Ils sont tous passés en M2, Pro et Max. Donc, à part le Mac Studio qui a un M1 Max, il n'y a plus de machines en M1 Max. Vous imaginez que la C'est vrai. production de M1 Max, pour TSMC, garder une production de puces de wafer M1 Max juste pour le secteur du Mac Studio, ça doit coûter. Enfin, je veux dire, ils ont du stock, mais je pense qu'ils vont l'arrêter. Enfin, je vois Oui. pas comment ils peuvent. Non, mais ils en Donc, le fabriquent Mac plus Studio, à un depuis. moment Oui. donné, il est tout Ils tournent seul sur les maintenant, stocks hein. là. Ils tournent sur les stocks là. Ben, Ouais, ouais, dans là, les c'est délais de là, il y a une livraison palette. sur un Max, c'est juste la folie. Hein. C'est plusieurs mois hein, sur un Max. Hein. Voilà, C'est pas des c'est machines hyper qu'on peut avoir compliqué. facilement. Hein. C'est Tim qui les Voilà, grave donc- la nuit chez lui, je pense. C'est ça. Avec son cutter. Il m'en manque un. Donc industriellement, si vous voulez, l'avantage de l'industrie, c'est que il y a des règles, quoi. On peut pas les changer. Le marketing peut pas changer les règles de l'industrie. On va pas produire des M1 Max juste pour le marché ça coûterait trop cher. Donc lui, sachant qu'on produit maintenant quand même pas mal de M2 Max et M2 Pro pour les MacBook Pro, bah lui, il va suivre. Enfin, Voilà. Pourquoi ne pas le faire évoluer en M2 et en M2 Pro et M2 Max? Pourquoi pas? Plutôt voilà. que de Et l'arrêter. là, et honnêtement, par rapport à Elie Fabrice, est-ce que vous trouvez que ça serait compliqué, vu ce qui s'est passé sur les portables, est-ce que ça serait compliqué de changer juste la puce d'un studio? Ils l'ont fait sur les Non. MacBook, hein, sans revoir le design, un petit peu la ventilation, mais je vois pas ce qui serait compliqué d'upgrader le studio actuellement. Hein. Mais après, Non, c'est là surtout que que c'est une bonne machine. c'est là qu'entre en ligne de compte, je pense, la stratégie globale de cohérence et de concurrence entre les modèles aussi entre eux, parce que on voit qu'il y a des modèles qui se superposent un petit peu. Oui. Ellie. Mais regarde, en MacBook Air, pour l'instant, il y a deux modèles. Pour l'instant, aujourd'hui, tu as le M1 et le M2. Demain, ça sera le 13 pouces et le 15 pouces 5. Donc, deux modèles. Dans les MacBook Pro, il y a deux modèles, 14 et 16. Pourquoi il n'y aurait pas dans cette gamme Studio Pro un modèle qui serait le Mac Studio avec une caractéristique et un Mac Pro qui serait un peu le grand frère dans la gamme? Et ça serait logique. Ça serait des gammes par deux produits. Arrêtez le Mac Studio. J'ai entendu les bruits, moi ça m'énerverait beaucoup parce qu'on a des clients qui trouvent que c'est une machine géniale, que la taille le rend transportable alors qu'un Mac Pro tu peux pas vraiment le transporter. Il y a même des sociétés qui vendent des sacs de transport Mac Studio, hein. C'est rigolo, des petites sacoches. Donc ça serait dommage de l'arrêter, surtout que ça serait pas compliqué de lui mettre un M2 Pro et un M2 Max qui existent, qui sont fabriqués aujourd'hui. Oui, mais regarde combien de temps Alors, il y a plein de Mac qui sont restés englués avec leur processeur complètement, même pas vieillissant, qui était dépassé, alors qu'on se demandait pourquoi Apple faisait pas au moins une upgrade des processeurs. Oui. Ouais, mais Bah, ils l'iMac, faisaient pas les C'est pas leur plus grande qualité. Hein. Mais à l'époque, il faut être honnête, Apple se plaignait de pas
de pas être dans les faveurs d'Intel surtout. Ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils voulaient d'Intel et ils étaient soumis. Et ce qu'a dit Tim Cook et Johnny Srouji, c'était maintenant, on a Apple Silicon, on va maîtriser le time to market, on va maîtriser donc le temps, le moment où on va sortir et on va s'aligner l'iPhone, et c'est vrai, c'est une super politique, on va aligner l'iPhone, ce que disait Eli, qui a le dernier cri, avec le Mac, et tout ça, avec l'OS, et tout ça, ça va être embarqué, ça va être d'une efficacité. Ils nous l'ont vendu, et il faut être honnête, ils l'ont réalisé. C'est-à-dire que même si on savait qu'il y avait du potentiel, quand on a vu les machines ME arriver, on était sur les fesses, quoi, par leur puissance, et c'était pas gagné d'avance. Mais je trouve que là, je pense qu'ils vont faire quand même un grand nettoyage. Il faut pas oublier aussi une chose. Alors là, c'est un peu technique, mais je crois qu'on en avait parlé. Le M2 Pro et Max, au niveau GPU, a été revu. À l'intérieur de la puce, ils ont compris que il y avait une sorte, le dispatcher. Il y a des cœurs GPU, mais la partie qui vraiment dispatch, qui répartit la charge au niveau des processeurs graphiques a été améliorée. Ils arrivent à délivrer beaucoup plus de puissance GPU que ne le faisait le M1 Max, dont on voyait sur le studio qu'il était des fois un peu limité, et l'Ultra aussi. Autant sur la partie CPU, les vainqueurs marchaient très très bien dans l'Ultra. Là, on arrivait à des performances CPU quasi doublées, on était à 8, je crois. Donc on avait une perte que de 20%. Autant sur le GPU, ça couillait un peu, c'était pas terrible. Là, sur le M2 ça couillait. Ultra, oui. Alors je peux le dire, depuis que non, dans mais parce Top Gun, qu'il veut pas dire sur le cul, mais il dit couiller quand même. Donc notons. oui, parce que je vous le dis pour ça, parce que pour ceux qui se rappellent, dans Top Gun, à un moment, c'est la version traduction, il dit ça part en couille, ça part en couille. Donc si Top Gun peut le dire, c'est quand même fort. Hein. Alors je sais pas Moi, si je pensais... Tom Cruise qui le disait. Alors moi, je pensais que c'était un hommage à notre nouveau 3 étoiles qui s'appelle Couillon. Mais... Chacun ses références. Bon, mais donc on a compris. Pour revenir à l'Ultra, je pense que le studio avec un M2 Ultra, donc 2 M2 Max, va être quand même en termes de performance beaucoup plus puissant que ce qu'on avait vécu avec la série M1. Ils ont revu la répartition, je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent. Ils auront pas mal de choses à raconter sur la partie GPU. Et d'ailleurs, on le voit dans les tests. Moi, je l'ai vu dans les tests sur Blender. Le M2 Max sur Blender explose. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. La partie 3D a vraiment été très très améliorée sur la partie M2 Max par rapport au M1 Max, où Blender arrivait pas tellement les gens étaient un petit peu déçus. Donc là, à mon avis, le studio, il a pas mal de choses à dire. Et puis pour le Mac Pro, ça c'est plus difficile parce que c'est une machine, je crois que c'est Lee qui en parlait, il faut qu'elle soit évolutive. C'est un marché de niche et il faut qu'on puisse rajouter des choses. Et Apple Silicon, c'est pas vraiment conçu. C'est pas vraiment conçu pour rajouter des cartes graphiques, de la mémoire, etc. C'est ça. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu sur ce Mac Pro. Sauf si ça a été pensé dès le départ et qu'ils ont une solution dédiée au Mac Pro. Qui rendrait le truc. Oui. On saura ça très bientôt et on vérifiera vos prédictions aussi. Hein. On verra qui s'est planté et qui a trouvé. Les amis, il faut qu'on tourne une petite page parce que l'heure est grave. L'iPhone jaune est arrivé. Les iPhone 13 vert et vert alpin, souvenez-vous, étaient arrivés l'an dernier. On était le 8 mars, c'était la mi-saison à équidistance des keynotes de septembre. Comme pour rebooster la gamme, eh bien Apple a suivi exactement le même schéma en 2023 avec les iPhone 14 et 14 Plus et l'annonce ce 7 mars d'un iPhone jaune. Ça nous rappelle l'iPhone 11, si vous vous souvenez. Alors, on est d'accord, hein, l'info est assez proche de l'anecdotique, mais on a quand même l'impression qu'Apple joue sa dernière cartouche pour essayer de sauver, avec pas beaucoup de conviction, la saison des 2 modèles d'iPhone non pro. Eli, puisque l'annonce a quelques heures, est-ce que la foule en délire lèche la vitrine de MCS ? Non. Non ? Je crois que non.
D'ailleurs, on a annoncé aux commerciaux qui ont dit « Ah bon, une référence de plus, donc. » J'ai dit « Oui, mais vous allez le vendre. » Pas sûr. Donc, non, c'est pas l'enthousiasme pour l'instant. Hein. Mais est-ce que l'arrivée de la couleur verte avait fait quelque chose, justement ? Pas vraiment, non. C'est comme la couleur purple, d'ailleurs. C'est ça, Rappelez-vous, il y a eu une annonce spéciale purple. Ah oui. Ouais. Mais alors, si je me souviens bien, l'an dernier, le vert et vert alpin, c'était pour toute la gamme. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle vert, y compris sur les pros. Alors que là, le jaune, c'est que pour ceux qui accepteront d'acheter un modèle non pro. Oui. Et qui aiment la couleur jaune. C'est bien le seul avantage, entre guillemets, si on aime le jaune, qu'ont les modèles non pro. Il y en a un jaune. Ouais. Youpi. Non, mais si voilà, on est sérieux, à quoi ça rime, voilà. Alors ça permet de refaire parler un petit peu de l'iPhone. Il y a entre guillemets un nouveau modèle. C'est un peu, pour moi, c'est la même démarche que les emojis qui arrivent avec les versions .3 ou .4 d'iOS, enfin des systèmes. C'est-à-dire que ça permet d'assurer la mise à jour. C'est autrement plus important pour les systèmes. C'est hyper important. Non, je me rends pas bien compte. Mais on sait aussi que l'arrivée des nouveaux emojis, c'est important pour Apple pour assurer les mises à jour justement et pousser les gens à faire les mises à jour, qui c'est plus difficile. Et donc là, on refait un petit coup. Tiens, il y a un iPhone jaune, ça fait des nouvelles photos sur les abribus et c'est tout, je crois. Enfin, franchement, c'est pas. C'est donc orchestré, comme tu l'as dit, à mi-chemin entre la sortie des deux modèles, enfin des deux générations, et puis c'est tout. C'est du marketing bien compris qui fait pas casser trois pattes à un canard, quoi. Ouais. Non, mais Apple a toujours fait des annonces de printemps. Et en même temps, il y a quelques coques et certainement des bracelets d'Apple Watch. Il y a ce qu'ils appellent la collection printemps et la collection automne. C'est un peu phénomène de mode. Et n'oubliez pas quand même que ceci peut masquer des rumeurs d'il y a quelques jours qui sont très tenaces concernant l'iPhone SE 4e génération. Mais on parle de l'an prochain. On parle de 2024 pour ouais. l'iPhone SE 4. Non, c'est pas maintenant. Alors, sauf on a le temps de s'en plaindre de ce nouveau les SE. mêmes gougnafiers qui annoncent que l'iMac ne sera pas en M2. Ça, je sais pas. En fait, on n'en sait rien. Quand vous pensez que maintenant, ils parlent même d'iPhone 2026 et 2027. Donc, oui, exactement. Donc, Fred, pour toi, cet iPhone jaune, non-événement, hein. Ouais, c'est un non-événement. Par contre, je pense qu'il y a pas mal, comme disait Ellie, il y a pas mal de gens qui aiment bien voir les nouveaux bracelets. Autour de moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui craquent au printemps. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils reprennent le sport, les activités à l'extérieur, ils aiment bien, ouais, parce qu'ils aiment bien changer, parce que ça s'use un peu aussi la partie tissu. Mais je sais que j'entends plus parler de ça plutôt que de la couleur de l'iPhone. Moi, j'ai pas vu beaucoup de violet ou de vert autour de moi, voilà. Mais peut-être les bracelets, c'est un peu plus. Il y a des coques qui sortent pour les iPhones aussi, ce qui fait que quand vous allez faire votre jogging avec votre nouveau bracelet et votre nouvelle coque accrochée à votre bras, c'est pas un effet négligeable, effectivement. Et puis surtout, effectivement, au printemps, on a tendance à porter des chemises ou des t-shirts manches courtes et du coup, on voit bien les bracelets. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ce qui est pratique, c'est que si vous voulez quand même être jaune sans forcément changer d'iPhone pour avoir un iPhone jaune, vous pouvez prendre la coque jaune. Non, pas jaune, canari. Canari, pardon, Ellie. Tu as raison. Si vous voulez être vraiment dans le coup, prenez la coque jaune et vous serez complètement in, comme on dit. Bon, voilà, on referme la page iPhone jaune, mais on réouvre une page iPhone dans un instant pour revenir sur l'importance de son code de déverrouillage. C'est une enquête passionnante de Johanna Stern à lire dans le Wall Street Journal. Enquête sur le rôle majeur, critique même, du code de déverrouillage de nos iPhones. Bien au-delà du seul accès au téléphone, il ouvre l'accès à notre boîte au trésor numérique, à nos comptes bancaires, à nos documents, à nos photos, à nos contacts, etc. À tel point que le vol de ce code d'iPhone et de l'iPhone est devenu l'objectif d'une nouvelle catégorie de braqueurs.
Fabrice, c'est toi qui as attiré notre attention sur cette enquête du Wall Street Journal. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment important parce que du coup, Johanna Stern a remis en lumière quelque chose qui existe en fait depuis le début de l'iPhone. Hein. C'est-à-dire que le code de déverrouillage en fait donne accès à tout un tas de choses. On va les détailler tout à l'heure. Mais il semble que du coup les malandrins s'en soient aperçus également parce que soit il y a une recrudescence, en tout cas il y a un nombre important de gens qui donc se font piquer leur téléphone après que les voleurs aient regardé les gens faire leur code sur l'écran. Et donc elle a fait un article, elle a fait une vidéo pour expliquer ça avec des gens qui racontent leur mauvaise expérience, c'est-à-dire que non seulement ils ont plus leur téléphone, mais ils ne récupéreront plus leurs photos et on leur a piqué des sous. Il y a une dame qui on a piqué $10,000 parce que via son iPhone, le voleur a pu accéder à des comptes bancaires ou à une application comme Venmo qui permet de faire des paiements entre particuliers. Qui n'est pas beaucoup utilisé ici, mais qui est très utilisé aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant, et peut-être que donc c'est intéressant de rappeler exactement ce que ça veut dire en fait, et pourquoi c'est grave. C'est-à-dire que malgré donc Touch ID et puis ensuite Face ID, il y a d'abord des gens qui les utilisent pas, et puis ensuite il y a eu plein de moments où par exemple pendant le pic de la pandémie, on avait un masque sur le visage, du coup on pouvait plus utiliser Face ID jusqu'à ce que Apple réagisse un peu tard. Et puis quand Touch ID c'est un peu pareil, alors quand il fait froid on a des gants ça marche pas, enfin bref, donc on peut avoir tendance à taper son code, voilà, et donc on fait pas tellement attention, on tape son code. Avant c'était 4 chiffres, maintenant par défaut c'est plutôt 6, mais enfin on le fait au vu au su de tous, et donc une fois qu'on a tapé son code, c'est pas difficile pour n'importe qui l'a vu de le retenir, et ensuite on se fait piquer son iPhone et le voleur en question a accès au code. Et alors en fait ce que ça a mis en lumière, c'est vraiment important ça, c'est que une fois qu'on a accès au code de déverrouillage de l'iPhone, on a en fait accès à tout, et ça permet, et c'est ça vraiment le point clé, de changer le mot de passe du compte iCloud de l'iPhone. Et ça c'est un vrai problème, c'est un vrai problème qui n'est pas récent, non je crois pas justement. Si. Mais non. Ben si. Depuis iOS 16, c'est sûr, mais je ne suis pas certain que iOS 15, ça marchait aussi comme ça. Parce que mais si, mais c'est excuse-moi Elie, c'est depuis le début, parce que c'est bien le truc, c'est que l'iPhone a été est considéré comme le point d'entrée des gens dans le monde Apple, en fait. Et permets-moi de ne pas être d'accord là-dessus. Certainement. Oui, alors, sur ce que tu as dit, mais tu sais, moi, j'ai des techniciens qui passaient leur vie à répondre à des questions de clients qui avaient oublié leur mot de passe d'Apple ID. Et donc, cliquer simplement sur le nom de la personne et changer le mot de passe, ça nous aurait évité des jours de travail et des journées d'appel à Apple Europe, à Apple Assistance, etc. Donc avant, oui, tu arrivais, tu cliquais pour changer le mot de passe et il te demandait ton mot de passe antérieur pour pouvoir changer le nouveau. Et tant que tu ne l'avais pas, tu ne pouvais rien faire. Ni sur l'iPhone, ni sur iCloud, ni sur iforgot.apple.com, ni sur myappleid.apple.com. Tu ne pouvais rien faire sans l'ancien mot de passe. Or là, il suffit que tu aies accès à un iPhone, tu cliques dessus, tu mets un nouveau mot de passe. C'est pas pour ça qu'ils l'utilisent. Mais je t'assure que ça, mes techniciens, ils s'en sont aperçus. Ils ont dit, mais ça nous aurait changé et facilité la vie, tout en reconnaissant qu'il vaut mieux que ça ne soit pas le cas, parce que c'est pour ça que j'ai dit que c'était une faille de sécurité énorme. C'est parce qu'avant, elle n'existait pas à ce stade-là. Et franchement, je t'assure que si je me trompe, ça veut dire que mes techniciens se trompent depuis des années et ça qu'on date, tu as raison. Ça date de quand, du coup ? Ça date de quand, ce changement ? iOS 16, sûr. iOS 15, je suis pas certain. Donc, mais c'est récent, je t'assure. Et alors, du coup, les voleurs s'en sont rendus compte même presque avant nous, parce que... Ouais, tout à fait. Ça fait un moment qui... Justement, la technique, c'est d'aborder quelqu'un... en faisant ami dans un bar, etc., d'attendre le moment où cette personne va taper son code sur son téléphone, et puis après de laisser apparaître son vrai visage et de piquer le téléphone dont on connaît le code.
pour après faire tous les changements qui deviennent possibles grâce à la connaissance du code de déverrouillage. Donc Mais il y a des bandes organisées. Accès à tout. Ouais, C'est oui, ça dépend d'organiser, ça, il y en a plein, forcément. Ouais. Il y en a qui filment la personne en train de taper son code pour regarder après. Il y en a qui regardent par-dessus l'épaule. Et apparemment, ça se passe à New York, ça se passe dans d'autres villes, mais c'est vraiment organisé, quoi. C'est ce que racontait John Astern. L'article est vraiment incroyablement bien détaillé. Depuis, il y a les gens de Apple News qui en ont parlé, qui ont fait une vidéo YouTube qui est assez intéressante parce que tout le processus, même s'il y avait déjà eu la vidéo de John Astern, est décrit encore plus en détail. Donc, et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est facile à faire, quoi. Donc ça veut dire que l'iPhone, c'est terrible. Ouais. Cela dit, on sait que Apple a laissé passer pendant des années justement des bugs sur l'écran de verrouillage de l'iPhone où il fallait vous rappeler allumer, éteindre, prendre une photo, rééteindre, faire ceci, cela et dire papa, maman, tourner en rond, et hop, on avait accès à un certain nombre de trucs. Et ça, il y a eu des bugs, mais pendant des années, quoi, qui étaient pas corrigés, ou finalement il y en avait d'autres, etc. Donc ça, il commence à être pas trop mal là-dessus non plus. Donc c'est et malgré ça, voilà, on est dans cette situation-là qui est vraiment dommageable, quoi. Ce que disaient justement les gens d'Apple News, c'est que franchement, cette faille, et je crois que Fabrice a une astuce d'ailleurs par rapport à ça, mais cette faille n'est pas compliquée à combler. Il suffirait, quand tu cliques changer le mot de passe, qu'il te demande ton ancien mot de passe. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Si tu n'as pas ton ancien mot de passe, tu peux pas mettre le nouveau. Non, c'est comme ça que ça marchait avant. C'est bien toute la difficulté, et c'est pour ça que je suis très perplexe, parce que le problème justement, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont oublié leur mot de passe. Donc si tu as oublié ton mot de passe, mais que pour le changer, il faut que tu te souviennes de ton mot de passe, ça n'a aucun sens. Et c'est bien la problématique à laquelle se heurtent Apple et tous les autres, qui sont obligés de gérer les utilisateurs qui si on les aide pas, donc c'est une sorte de compromis de sécurité que tu fais, où tu dis oui, moi, fournisseur du service, j'ai la possibilité d'aider mes utilisateurs à changer leur mot de passe d'une façon ou d'une autre, et éventuellement de le réinitialiser si ils montrent bien patte blanche, etc., et que par exemple, et sur Mac, c'est pour ça que je suis vraiment perplexe, parce que sur Mac c'est la même chose, on parle que de l'iPhone, mais là sur Mac c'est la même chose, au moins depuis Ventura, mais même avant. Alors ça, j'ai des souvenirs de plusieurs années où tu rentres dans les préférences système, dans les réglages système, tu vas dans iCloud, tu dis sécurité, tu fais changer de mot de passe et il te demande le mot de passe du Mac, et ensuite tu peux changer tes trucs, parce que on est dans le système des appareils de confiance. Quand tu fais rentrer un premier appareil Apple dans ton compte iCloud, il faut le valider avec le deuxième facteur, ou avant, à l'époque, c'était les questions de sécurité, machin, mais maintenant c'est le deuxième facteur, et ensuite, une fois que c'est dedans, tu as un appareil de confiance. Voilà. Et qui peut servir de jeton de validation pour les autres. Donc c'est bien tout ça dont on parle, et que y a plein de gens qui ont pour l'instant, enfin il y a plus de gens qui n'ont qu'un iPhone comme appareil Apple qu'un autre appareil Apple, ou 2 ou 3 ou 12. Et que quand tu es coincé et que tu n'as que ça comme appareil, est-ce que c'est considéré comme un appareil de confiance? Est-ce que c'est suffisant? Visiblement pas, mais comment faire autrement quand t'es Apple, quoi? Fred. Alors c'est vrai que moi, dans ma société, mais comme dans d'autres, ils avaient un petit peu résolu le problème avec les fameuses fiches où vous déclariez des jeux de questions-réponses qui vous permettaient effectivement, sans avoir votre password initial, de le changer, mais vous deviez répondre quel est le prénom de jeune fille de votre mère, dans quelle rue vous avez vécu durant votre enfance, quel est le prénom de votre meilleur ami, enfin des choses relativement large. Ça a l'inconvénient, alors en entreprise c'est très utilisé, ça a l'inconvénient qu'il faut le remplir dès le départ, voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, c'est des questions qui sont proposées, on choisit, qui sont difficiles à deviner
par rapport à l'état actuel. C'est-à-dire que c'est pas votre date de naissance, c'est pas là où vous habitez. On vous pose des questions plutôt sur votre passé. Et vous voyez même le nom de votre mère, c'est le nom de jeune fille de votre mère. Vous voyez. Donc ça permettait de résoudre, de s'assurer que la personne qui casse le truc. Mais Apple ne fait pas ça. Il n'utilise pas ça et parce que c'est un petit peu lourd aussi à remplir dès le départ. Il faut quand même répondre à ce truc-là. Et c'est vrai qu'on tourne toujours autour de ça, mais pour l'instant, moi, je ne connais que ce système-là qui permet effectivement de réinitialiser sans connaître l'ancien mot de passe, ou alors il faut avoir plusieurs terminaux et puis voilà, on réinitialise et puis il faut valider sur un autre. Voilà. Elie ? Bah, moi, je suis d'accord. Effectivement, avant, on utilisait ça et on remplissait. Moi, je me rappelle très bien que quand on vendait un nouvel iPhone, on remplissait ces questions. On les prenait en photo parce qu'on était sûr, en fait, on faisait une copie d'écran, que les clients allaient oublier les questions de sécurité. Et quand ils nous appelaient 1 an ou 2 ans après en disant « Ah, j'ai oublié, on me demande mes questions de sécurité », on disait « Mais monsieur, elles sont dans vos photos, on les a fait ensemble. » Donc, allez les rechercher. Ou c'est plus facile que dans les notes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que du coup, par rapport à cette faille de l'iPhone, on est peut-être sur une deuxième faille que m'apprend Fabrice parce que ça me semble logique, mais en même temps, je n'étais pas au courant. C'est que si tu veux changer le mot de passe Apple ID sur un Mac sous Ventura, il suffit de connaître le code du Mac, le code de la session, parce que ça, par contre, c'est super facile à changer. Donc, ça veut dire que tu as un Mac que tu voles, tu changes le mot de passe de la session et tu t'appropries l'Apple ID de la personne. Mais c'est exact. Enfin, c'est pas plus facile. C'est exactement la même chose que sur l'iPhone. Hein. Ouais. Oui, mais je savais pas que c'était possible de faire pareil ça sur le Mac parce que avant, toujours pareil, si tu n'avais pas l'ancien mot de passe, il fallait prendre ton courage à deux mains, appeler l'assistance Apple ou tenter le truc qui s'appelle iforgot.apple.com où tu avais accès aux questions de sécurité, où ils pouvaient envoyer, sinon dans le pire des cas, un message avec un lien de reset de password sur un de tes appareils de confiance. Mais en tout cas, en aucune façon tu pouvais le faire immédiatement en tapant un code que tu as à ta disposition, comme le code de ta session. Parce que oui, c'est exactement la même chose que dans l'iPhone, mais du coup, ça fait 2 gammes de produits qui sont vulnérables, l'iPhone et le Mac. Probablement l'iPad aussi, tant qu'à faire. Je suis vraiment perplexe parce que le site iForgot, justement, depuis des années, renvoie, quand tu dis que tu veux changer le mot de passe iCloud, il te renvoie vers un appareil de confiance, vers ton iPhone. Oui, avant, c'était des questions de sécurité ou le mail de sécurité. D'ailleurs, maintenant, même sous iOS, tu peux mettre plusieurs numéros de confiance. Tu peux mettre dans ta famille, etc., un deuxième numéro de confiance. Ça arrive juste avant le contact légataire, qui peut recevoir en cas de besoin donc des informations d'Apple te permettant de resetter ton mot de passe. Et c'est toi qui les remplis. Mais ça, oui, parce que c'est déporté. Il faut que tu aies accès à cet appareil ou il faut que tu aies accès à ce mail que tu as toi-même défini lorsque tu as initialisé ton produit Apple. Là, ça me va. Maintenant, s'il faut connaître soit rien dans le cas de l'iPhone, enfin si ton code de déverrouillage, soit le code de la session du Mac, dans les 2 cas, ça se change. En tout cas, dans le Mac, je suis sûr que ça se change assez facilement. Oui, non, mais voilà, c'est exactement pareil. Mais c'est pour, franchement, il n'y a pas de. C'est inquiétant. On est dans le domaine de la gestion de l'appareil de confiance. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que, alors, du coup, je réagis aussi sur les histoires de questions de sécurité. Heureusement, ça tend à disparaître. Enfin, Apple pousse au second facteur d'authentification, avec le code qui s'affiche à l'écran dans une alerte, etc. C'est même obligatoire pour tout, si on veut mettre en place un certain nombre de services iCloud. Heureusement, parce que les questions de sécurité sur le nom de famille, le nom de jeune fille de sa mère, etc. D'abord, on les oublie. Ensuite, on se rappelle jamais si on les a écrites avec une majuscule ou pas, et des choses comme ça. Donc moi, quand je faisais ça avec des clients, non seulement je les conservais aussi, mais je leur faisais rentrer des mauvaises réponses. Parce qu'il faut penser à l'ingénierie sociale aussi. Bah oui. Parce que les gens qui mettent comme nom le nom de votre chien, et puis ensuite qui font des photos Instagram en mettant le nom du chien, c'est par paquet de 1000, quoi. Donc il faut pas le faire.
Les questions de sécurité ne sont pas du tout des questions de sécurité. Donc heureusement, on est passé à d'autres choses, mais le système d'Apple repose depuis des années sur ce principe d'appareil de confiance, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pas, en tout cas en l'état aujourd'hui, de ne pas composer son code de déverrouillage au vu et au su de tous. Je voudrais parler de quelque chose qui peut permettre de bloquer un peu ça pour les gens qui alors Johannes Stern en parle aussi, hein, mais c'est vraiment intéressant de voir de savoir que ça existe. C'est-à-dire que donc on rappelle, si quelqu'un connaît le code de déverrouillage de votre iPhone et donc de votre Mac, c'est pareil. On peut ensuite aller dans les réglages, système, etc. et donc changer le mot de passe. Le code de déverrouillage de l'iPhone, ce qui permet donc aussi de changer Face ID, Touch ID, puisqu'on a donc accès à tout, et ensuite de changer, donc on a vu, le code de iCloud, et du coup on peut plus rien récupérer. On peut mettre à profit une fonction qu'il y a dans temps d'écran. Et c'est ça que je voulais rappeler à tout le monde, parce que je pense que c'est vraiment important. Et je vais y aller en même temps. On va presque faire un tuto audio du coup sur ça, parce que je crois que c'est vraiment important. Donc en allant dans les réglages de l'iPhone, on va dans temps d'écran. Et si c'est pas déjà le cas pour vous, il faut d'abord l'activer temps d'écran. Quand vous faites ça, il vous demande si c'est votre iPhone à vous, celui de votre enfant, donc vous dites que c'est le vôtre, naturellement. Ouais. Voilà, et une fois que c'est activé, il faut descendre un peu, et on va pouvoir là, maintenant, commencer tout de suite par utiliser un code pour temps d'écran. Et c'est là que tout se joue, en fait. C'est-à-dire, donc parce que temps d'écran, on rappelle que c'est une fonction de l'iPhone, mais qui existe aussi sur le Mac et sur les iPads, etc., qui permet de tenir des statistiques de votre utilisation de l'appareil et de vos applications, etc., mais aussi de se mettre ses propres limites. Et donc aussi de bloquer l'accès à certaines fonctions. Et c'est là que tout se joue. Donc vous créez un code qui ne pourra être celui-là que de 4 chiffres. Donc c'est moins sécurisé que le reste. Mais donc c'est un autre code. C'est un autre code. Un autre code, et pas les 4 premiers de votre code que vous avez déjà ailleurs, quoi. D'accord ? Donc moi je le fais. Ne me fais pas faire de bêtises, je le fais en même temps. Hein. Oui. Je compte sur toi. Hein. Donc du coup, tu mets Fanchi 56, c'est ça ? C'est ça. Bon, ça c'est... Non, c'est 4 chiffres, donc c'est autre chose, voilà. Alors, une fois qu'on a choisi ce code, il faut valider ça par l'identifiant de son compte Apple, parce que grâce à son identifiant de compte Apple, on pourra quand même réinitialiser ce nouveau code pour temps d'écran. Mais là, on est bien dans les clous. On est sur son iPhone, on le maîtrise, on maîtrise son compte iCloud, tout va bien. D'accord ? Oui. C'est fait. Ça a marché. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et une fois qu'on fait ça... j'ai peur de faire alors... Non, parce que j'ai des comptes différents pour iCloud et pour l'App Store, oui. J'ai peur de me gourer. Bon, et alors une fois qu'on a fait ça... monsieur, si je me gourre ? Il faut que ce soit le compte iCloud et pas celui qui est utilisé pour l'App Store que tu utilises, pour pouvoir réinitialiser. Ma grande simplicité, c'est pas les mêmes. Vas-y, je t'écoute, je le ferai après. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite aller toujours dans les réglages de temps d'écran, dans la zone contenu et confidentialité. Oui. Et vous descendez un petit peu, et tout en bas, il y a, dans la dernière section, il y a autoriser les modifications, c'est le nom de la section, et il y a 2 lignes importantes qui est modification de code et modification de compte. Elles sont par défaut sur autoriser, et vous pouvez, quand vous avez fait les choses précédemment, le mettre sur ne pas autoriser. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est plus possible de changer le code de déverrouillage de l'iPhone et ou le code de votre compte iCloud, le mot de passe de votre compte iCloud, sans au préalable vous rendre dans temps d'écran et de déverrouiller la chose grâce au nouveau code que vous venez de créer.
Et donc ça, c'est une façon de répondre à ce problème de sécurité qu'on a mis en lumière, et que Johanna Stern a mis en lumière. Parce que du coup, si on vous pique votre iPhone, même si on a votre code de déverrouillage, alors ça résout pas tout. Quelqu'un a accès à votre code, donc il a quand même accès à l'intérieur de votre iPhone, mais il ne peut plus changer le code, le mot de passe de votre compte iCloud. Et donc, par exemple, vous pouvez toujours suivre l'iPhone à la carte sur Find My Phone et l'effacer à distance, par exemple, au moins pour protéger vos données. Donc ça, c'est une façon d'être un petit peu plus sécurisé là-dessus. Et du coup, mais je réinsiste, si quelqu'un trouve votre code de déverrouillage d'iPhone, il peut donc accéder à son contenu. Et donc, par exemple, si vous avez encore des questions de sécurité pour d'autres comptes, etc., ne les prenez pas en photo, parce qu'elles sont dans l'iPhone, dans l'application photo. Et on peut, je vous rappelle, faire des recherches textuelles sur le contenu des photos de votre iPhone depuis quelques temps maintenant. Oui. Donc, il faut aussi penser à ne pas mettre trop d'informations là-dedans. C'est pour ça que c'est un vrai problème, parce que... Méfiez-vous de vous-même. Oui, mais c'est vrai. Et ne pas les mettre dans les notes, parce que sauf si on pense à verrouiller la note par un mot de passe. Voilà, par un autre mot de passe, etc. Voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça. Donc c'est un vrai problème, parce que ça donne aussi accès au trousseau iCloud. Hein. Donc si vous utilisez trousseau iCloud pour gérer vos mots de passe, le code de déverrouillage de votre iPhone, le code de déverrouillage de votre Mac ou de votre iPad, du coup, ça donne accès à tout ça. Donc c'est là que, maintenant que ça a été mis en lumière et que c'est vraiment monstrueusement important, deux choses, à mon avis, j'en finirai là. Traiter le code de déverrouillage de votre iPhone comme si c'était le code de la carte bancaire. On a tous l'habitude de se pencher, de mettre la main quand on fait le code. On devrait l'avoir, en tout cas, cette habitude-là. Et puis, il va falloir que Apple réagisse vraiment, vraiment vite et fort pour proposer des solutions, par exemple, pour que le trousseau soit protégé par autre chose, qu'on puisse avoir une portion de photos qui soit protégée par un autre mot de passe, un autre mécanisme. Il va y avoir des choses à inventer dans le domaine. Et voilà pourquoi c'était vraiment important comme sujet, il me semble. On a une indication qu'Apple est au courant qu'il y a un problème de ce côté-là ? Alors, pour l'instant, officiellement, ils ont répondu en disant on fait tout notre possible pour garder un équilibre entre la sécurité et la possibilité pour nos clients de continuer à accéder à leurs données. C'est tout le problème, hein. Ça fait des années que ça dure. Il faut gérer les gens qui perdent leur mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait s'ils perdent leur mot de passe? Et c'était déjà une discussion qu'on avait eue quand a été annoncé les fonctions de protection avancée des données, où là, Apple propose un système pour chiffrer toutes les données qu'on a sur iCloud avec un code à soi, etc., que donc, Apple n'a plus accès à rien, et si tu perds ton mot de passe, tu leur demandes pas. Ils te diront, on ne peut rien faire pour vous. Voilà. Mais ça ne change pas le fait que tout ce qu'on vient de décrire avant, même si on a choisi ce nouveau mode de protection avancée des données pour chiffrer ces données sur iCloud, etc., si quelqu'un a le code de déverrouillage de l'iPhone et qu'on n'a pas fait ce qu'on a dit avant, le gars, il a accès à tout. Donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Il faut faire la différence entre ce qui est stocké sur les serveurs iCloud et ce qui est stocké et l'accès à l'appareil de confiance qui est son iPhone par rapport à son code. Voilà. Donc c'est c'est éminemment important, et on ne peut que donner quelques conseils de bonne conduite, quoi, pour essayer d'éviter ça, et de ne pas faire son code en public. Vraiment, cachez-vous, quoi. Question à Frédéric Crassa, tu avais conscience de cette faille et de ce risque potentiel ? Alors non, j'avais pas mis le doigt, donc c'est vachement intéressant. J'avais pas mis le doigt, notamment parce que j'utilise le contrôle parental avec ma fille. Et par exemple, j'ai regardé justement ce que disait Fabrice, et pour elle, c'est vrai que je lui ai autorisé à changer ses codes, etc. Ce qui peut poser problème, parce que si elle oublie, et comme elle n'a pas la pratique de bien le noter quelque part, etc., je pourrais effectivement là activer le fait qu'elle, et voir avec elle
pour pas qu'elle change, mais ça pourrait très bien être aussi un copain qui s'amuse avec son téléphone, comme de temps en temps ils font. Là, elle a eu ça il y a pas longtemps, et il a déconnecté d'Amazon, mais comme elle se rappelait plus son code, ben elle n'y arrivait plus. Elle était embêtée parce qu'elle voulait regarder sa liste d'achat et tout ça. Elle était en mobilité, elle n'était pas chez elle, et du coup elle pouvait plus se reconnecter. Lui il trouvait ça drôle, à part qu'elle pouvait plus regarder ce qu'elle était censée acheter, etc. Donc il y a aussi ça aussi. C'est pas forcément toujours un vol ou un oubli. C'est qu'il y a des gens qui utilisent, quand c'est déloqué, ils peuvent utiliser vos téléphones et faire des trucs qui vous bloquent. Donc c'est vrai que c'est un moyen, ou faire des achats in-app par exemple, de ce genre de choses. Donc c'est bien de pouvoir bloquer le fait de pas autoriser même pour soi le truc, mais c'est vrai que la problématique elle est de la sécurité, c'est toujours un curseur. Il y a deux concepts en fait. Il y a le concept tout sécuritaire et le concept de souplesse. Une problématique, c'est toujours entre deux concepts. Donc, il n'y a pas de solution miracle, puisque soit vous voulez de la facilité, de la souplesse, soit vous voulez de la sécurité. Et vous pouvez pas avoir les deux. Si c'est simple et facile de changer, ben vous êtes plus sécurisé. Comme disait Fabrice, si je veux tout chiffrer, quitte à ce qu'Apple ne puisse plus rien faire sur mes données, ben ça veut dire que c'est à moi de prendre soin de mes données, de faire des sauvegardes, sécuriser ailleurs, au cas où j'ai un problème. Et là, en l'occurrence, les personnes comme nous, d'ailleurs, on n'est pas forcément mieux lotis que les autres, hein. C'est qu'à chaque fois qu'on change un code, il faut qu'on soit à proximité d'un endroit, c'est-à-dire soit virtuellement de OnePassword, qu'utilise, je crois, Fabrice et moi aussi, soit sur OnePassword, je m'oblige à rentrer le nouveau code, à mettre à jour ma fiche du nouveau code de OnePassword, je m'oblige chez moi à me noter, à rayer l'ancien code et à mettre le nouveau. C'est-à-dire que quand on change, ce que je conseillerais, parce que je l'ai fait aussi chez moi, je l'ai dit chez moi, quand on change le code, parce qu'on a perdu le code de d'un iPad, c'est que quand on change, le moment où on change le code, il faut être à proximité de là où on va. Il faut pouvoir être en capacité de le noter directement, que ce soit virtuellement sur OnePassword ou sur un papier. Si vous oubliez de le faire, ben après, c'est vrai qu'il y a Touch ID sur un iPad ou il y a Face ID, donc ça marche. Et puis le jour où ça marche plus, ben en l'occurrence pour mon iPad, il a fallu mettre à jour, il a redémarré. Et bien sûr, quand il redémarre, est-ce qu'il prend le Touch ID? Non, il a changé de version, il vous demande le code. Le code, je l'ai changé il y a 2 mois et j'ai pas noté la mise à jour sur mon carnet. Vous voyez? Donc on se retrouve avec ce genre de problématique. Donc il faut avoir une sorte d'hygiène, de bien noter à chaque fois qu'on change. Il faut bien noter, il faut bien choisir le moment en fait. Je sais pas si Fabrice sera d'accord, mais il faut bien choisir le moment pour bien noter tout ça quelque part. Bon, deux remarques. D'abord, je pense que tu viens de faire la phrase la plus longue de l'histoire du podcasting. Et deuxièmement, tu disais qu'on ne peut pas avoir à la fois la souplesse et la sécurité. Ben, c'est un des enjeux de Passkeys, notamment, Fabrice. Oui et non, je trouve, parce que le système Passkey ou je sais plus comment ça s'appelle, la clé de sécurité en français, ça va permettre de s'assurer que quand on va... alors tu vois, c'est compliqué parce que ça va permettre de s'assurer d'avoir en gros un mot de passe différent à chaque fois qu'on se connecte à un site web, par exemple, parce que justement c'est l'iPhone ou le Mac qui va choisir le mot de passe pour soi. Mais du coup, on va donc utiliser son appareil de confiance, c'est pire encore, justement. On a l'iPhone ou le Mac, mais surtout l'iPhone, pour valider une connexion à un site web. Ce que ça résout surtout les clés de sécurité, c'est que on ne confie plus à un site web son mot de passe, et qui est un des vrais talons d'Achille du système. Aujourd'hui, on a des mots de passe. Alors, on crée un compte avec un identifiant, un mot de passe. C'est stocké sur le serveur du fournisseur de service, souvent mal. C'est mieux maintenant, mais enfin, pendant des années, c'était mal. C'est-à-dire que les mots de passe étaient stockés en clair. Et ensuite, le site web se fait pirater comme tous les sites web. Et c'est comme ça qu'on a des listes de mots de passe, de millions de mots de passe parmi les plus utilisés. Et c'est comme ça qu'on sait que
depuis 25 ans, le mot de passe le plus utilisé, c'est 123 password, monkey machin, etc. C'est parce qu'on le sait, parce que c'est des vrais mots de passe utilisés par les gens. Donc ce système-là qui est basé sur la cryptographie, ça résout ça. Ça résout pas le problème qu'on vient d'évoquer, justement. Non. En revanche, ça résout le fait qu'on n'a pas besoin de se souvenir, et en plus on ne peut pas, se souvenir du mot de passe qui est choisi par la machine pour soi quand on se connecte à un nouveau compte. Ça, c'est très bien. Mais ça va pas être forcément plus simple. Ça va prendre des années, et puis ça va pas être forcément plus simple. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'était passionnant. Merci Fabrice pour ce sujet que tu nous as soufflé. On marque une petite pause, on reprend notre respiration, on va se détendre un peu aussi avec le dîner d'Eli. Entrée, plat, dessert. Et toi, tu es 3 étoiles, Eli, j'imagine. Et j'ai pas vu le guide Michelin, mais je crains que comme mes dîners étaient un peu plus espacés dernièrement, il m'en est c'est vrai. Pas c'est vrai que tu as été puni. Mais... Tu as été puni, manque de cohérence, manque de régularité, mais tu es là. L'important, c'est que tu es là. La table est mise. Du coup, petite étape pour essayer de regagner cette étoile. Voilà, déjà, il faut nous convaincre, nous. Hein, c'est pas évident, tu sais. C'est pour ça. Non, mais je sais que vous êtes des critiques impitoyables. Bon, tu es en terrain connu là pour l'entrée et le dessert, puisqu'on va parler des box et du Wi-Fi 7. Oui. D'ailleurs, je vous rappelle que mon Wi-Fi à l'heure actuelle ne marche pas. C'est ça. Tu es au Wi-Fi 0. Tu es donc la personne la plus indiquée pour nous en parler. C'est ça. Et voilà. Le Wi-Fi 0 marche très bien chez toi, c'est ça. Non, mais justement, moi, je ne suis même pas en Wi-Fi 6E parce que pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de changer ma box. Ils ne veulent pas. Ouais. Et quand je leur ai encore redemandé en me disant, mais mon Wi-Fi ne marche plus, etc., ils m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec un Wi-Fi 6E ? De toute façon, il y a très peu d'appareils compatibles. Je dis, bon, ok, alors pourquoi vous le sortez dans la box alors ? Bon, bref. Bon. Mais figurez-vous que je lui ai dit d'ailleurs. Voilà, je lui ai dit au monsieur tout à l'heure, je lui ai dit, oui, bah écoutez, à force d'attendre, bientôt on aura le Wi-Fi 7. Et justement, c'est parce que j'avais lu cet article qui nous dit que le Wi-Fi 7 arrive, et c'est donc le vice-président de Qualcomm, donc Rahul Patel, que tout le monde connaît, bien sûr. Qui s'est fendu de toute une série d'informations sur le Wi-Fi 7 en disant qu'il va être certifiable à la fin de l'année et qu'il est déjà en cours de déploiement dans quelques parties de Taïwan et dans quelques endroits des États-Unis, je pense, à titre de test. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du Wi-Fi 7 et quel va être son intérêt ? Eh bien, tout simplement parce que, vu le nombre d'appareils qui se connectent aujourd'hui en Wi-Fi, donc qui est une progression constante un peu partout, on a besoin de bandes passantes, on a besoin de vitesse et on a besoin surtout de pouvoir connecter presque dans chaque maison de plus en plus d'appareils qui sont en Wi-Fi. Donc, il y a un encombrement des réseaux. Et dans le Wi-Fi 7, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise en fait 2 canaux de la bande de 6 GHz qui sont déjà dans le Wi-Fi 6E, mais en parallèle. Donc, d'après ce que nous dit Rahul Patel, lui-même, c'est une nouvelle autoroute dans laquelle la norme Wi-Fi 7 permet de rouler sur les deux voies à la fois. Donc, vous imaginez, sur une autoroute, vous roulez sur 2 voies. Généralement, on a un accident quand on fait ça, mais peu importe, lui, il dit que ça permet en fait d'avoir 2 fois plus de débit, 2 fois plus de canaux, de passer plus d'informations, que ça sera bien meilleur pour les enceintes connectées, pour les caméras de surveillance, pour les sonnettes connectées, pour tous les équipements domestiques. Donc le Wi-Fi 7, oui, mais tout de suite après, j'ai posé la question, certes, certifiable fin d'année, mais les appareils quand ? Oh, a priori, fin 2024, ça devrait être bon. Hein. Donc, ceci pour vous dire qu'on en parle beaucoup, mais que c'est pas pour tout de suite. D'accord. Bon, ça nous permet de passer directement au plat, alors. Et oui, et justement, que se passe-t-il sur le front de l'intelligence artificielle ? Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Ça nous manquait. Et en particulier Fred. Fred est très intéressant. Et oui, ça manquait, ça fait au moins quelques jours qu'on n'en parle pas. Bah oui. Et donc, 3 petites infos rapides, mais quand même importantes. La première, c'est que suite aux différentes critiques que nous avons nous-mêmes essayé
Bing devient maintenant un tout petit peu plus sage. Donc Microsoft, pour lutter contre les dérives un tout petit peu de Sydney, d'abord, ils ont fait la chose la plus facile, ils ont limité le nombre d'interactions, puisque maintenant, quand vous posez une question, vous pouvez avoir jusqu'à entre 6 et 8 réponses, mais pas plus. Pour l'instant. Après, ils vous disent, vous insistez trop, essayez plus tard, j'ai autre chose à faire, bref. Et puis, il y a surtout 3 modes de réponse. Il y a les réponses plus créatives, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus équilibrées ou plus précises. Dans lequel cas est-ce qu'il vous insulte? Je ne sais pas. Peut-être quand il est créatif, il vous traite de tous les noms, et quand il est très précis, il ne vous dit rien du tout. Mais sinon, il y a plus équilibré. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc, ça reste à tester encore, mais je pense qu'ils n'ont pas réglé tous les problèmes. Mais ils progressent parce que quand vous demandez quoi faire, c'est parce que c'est une curieux, des questions qu'on peut lui poser. On peut lui demander quoi faire. Et il vous dit non, mais attendez, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que ma réponse ne vous convient pas, vous allez en haut à droite, il y a un menu avec une flèche, un drapeau rouge qui permet de flaguer la réponse. Et ça permet à nos ingénieurs de la vérifier. Sauf que dans la version iOS, coin droit, il n'y a pas de flag rouge. Hein, donc non. Et sinon, vous allez dans le menu en bas, 3 petits points, et vous pouvez lui demander de remonter l'information à l'assistant, sauf qu'il n'y a pas 3 petits points. Donc pour l'instant, c'est de bonnes intentions, pas implémentées. Bon, ça c'était pour Bing, puisqu'on le connaît. Mais figurez-vous que dernièrement, ces jours-ci, Elon Musk s'est beaucoup exprimé sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT, qui n'a pas du tout aimé lors de la présentation justement avec Microsoft. Il trouve que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils avaient au départ conçu ChatGPT chez OpenAI, quand lui-même il y était, mais il est parti, donc en même temps il n'a plus son mot à dire. Et donc comme il n'est pas content, il a dit, puisque c'est comme ça, je vais faire mieux que ça, je vais créer mon intelligence artificielle à moi et elle sera meilleure. Moi je dis chiche, hein. Il a qu'à le faire, hein. Il démarre un peu de zéro, même si Tesla fait beaucoup de choses dans les réseaux neuronaux et dans l'apprentissage, etc. Mais l'équivalent de ChatGPT, il leur a fallu quelques années pour arriver à ça avec toutes les ressources qu'ils ont et à Google et aux autres aussi. Donc, ils veulent faire, il a les moyens. Bon, je ne pense pas qu'on verra ça tout de suite, mais c'est une promesse. Donc, comme il l'a dit, moi je dis chiche, on verra bien. Par contre, la meilleure information, celle que je garde pour la fin, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que vous savez, on avait dit, mais Meta a dit qu'ils avaient quelque chose dans l'intelligence artificielle, c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi ils parlent. Et puis voilà qu'on a appris qu'ils sont dans une intelligence artificielle qui ne montre pas pour l'instant, mais qui a l'air assez prometteuse si ce qu'on a lu est vrai. Parce qu'ils utilisent quelque chose qui s'appelle Toolformer, et en fait c'est un système d'intelligence artificielle qui fonctionne avec des API, donc des API, pour pouvoir utiliser des outils. Par exemple, il donne comme exemple, et l'article est assez intéressant, aujourd'hui vous demandez à une intelligence artificielle de vous réserver un restaurant ou un avion, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas accès. Et ce que propose Meta, c'est à travers des API qui permettront à des applications comme, Deliveroo ou comme EasyJet, je ne fais pas de la pub, c'est ce qui me vient à l'esprit, d'interfacer ça avec l'intelligence artificielle, et quand vous allez demander « réserve-moi une table à 20h à tel endroit », l'équivalent de la fourchette va se connecter sur l'API de la fourchette, faire la réservation, et l'intelligence artificielle va vous répondre « j'ai trouvé pour vous telle et telle table à telle heure, est-ce que vous voulez réserver ?» Oui, clac, la réservation est faite. Ou tel vol. Et là, du coup, l'intelligence artificielle prend un rôle très pratique, et il donne comme ça une dizaine d'exemples d'interfaçage avec des applis tierces qui permettront d'enrichir l'expérience des réponses. Et je trouve l'idée intéressante. Vous verrez, et on pourra le mettre sur Twitter pour ceux qui s'intéressent, il y a non seulement l'outil de recherche qui est très détaillé, mais qui s'adresse à des professionnels, c'est le premier lien que je vous ai mis, c'est un PDF, mais surtout, il y a une vidéo YouTube qui explique par des exemples précis comment ça marche et ce qu'ils veulent en faire. C'est pas Meta qui l'a fait, c'est une société de recherche en intelligence artificielle qui apparemment teste le produit de Meta. Donc, voilà, ils arrivent maintenant qu'on sait que Meta fait des choses et qu'il y a même un nom pour cet outil, Toolformer. Maintenant, il n'y a plus qu'Apple, donc c'est les seuls qu'on n'entend pas. Mais où ils sont? Ça viendra forcément. Ça viendra. WWDC peut-être. Yes. Passe au dessert, Ellie. Alors, on connaissait la VOD, la vidéo on demand. Voilà la AVOD.
qu'est-ce que c'est que Oui, la AVOD? Eh bien, écoute, c'est grâce à Gilles que nous savons ça, car c'est lui qui a trouvé ça ce matin. Et effectivement, ça nous s'était passé inaperçu parce que c'est sorti hier, mais on ne l'avait pas vu. Donc, la VOD, ça veut dire Advertised Video on Demand. Ça veut dire en fait de la VOD avec des pubs. Fallait Super. juste s'en douter. Donc, c'est la VOD gratuite, mais pour qu'elle soit gratuite, il y a des pubs. Ça, d'accord. Bon, ça s'appelle la télé, hein, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est celle que vous... Mais c'est vraiment nouveau? Non, c'est pas nouveau. En tout cas, que ce soit Le gratuit. service chez Free, je crois. Le service Oui, chez c'est Free Free. est nouveau. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est que ça arrive chez Free. Voilà. C'est Free qui, Sinon, en fait, c'est ce que propose aussi Netflix avec son abonnement un peu moins cher ou des choses Mais comme c'est ça, hein. oui. Oui, Et mais c'est Molotov, toujours il payant. faisait pas ça C'est- aussi? Oui, mais c'était payant aussi. Donc, Oui. à un moment Ouais. donné, c'était moins cher, mais payant. Ce que fait Free pour l'instant, puisque c'est de eux qu'on parle, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle version d'Okui, donc la 1.3, qui est disponible sur iOS, qui est disponible sur Apple TV, sur le web, sur les box, etc. Et qui permet en fait d'avoir ce nouveau service qui s'appelle Okui Ciné, où ils ont signé des accords avec pas mal de studios, et dès le départ, il y a plusieurs centaines de vidéos que vous pouvez regarder tout de suite. Alors, j'ai pas essayé, j'ai pas eu le temps. C'est installé, hein, je l'ai vu, je peux vous montrer le menu, mais j'ai pas essayé de regarder une vidéo pour voir s'il y a une pub au début, au milieu ou à la fin. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de choix. Et bon, comme c'est gratuit, on va dire, si les films sont bons et qu'il faut se payer une petite pub, ben, ça sera les films qu'on veut, quand on veut, avec une petite pub comme à la télé. Tant qu'il y en a moins que sur TF1, ça va, ça passe. Ouais, pas sûr qu'il y en ait qu'une. Hein. C'est ça. J'ai pas Fred. ça, Alors- je sais pas. Alors attention, parce que j'en parlais avec Vadim de MaxTech, hein, il a quand même 1 million de followers aux États-Unis, de monsieur, enfin partout, hein, il n'y a pas que les Américains. Et il a remarqué qu'ils étaient plusieurs gros youtubeurs américains à voir la chute de leur audience continue depuis quelques années, depuis 2 ans là sur YouTube. Et l'une des raisons invoquées, c'est qu'effectivement il y a une partie, il y a des trucs de tech, etc. Mais il y a une partie de la pub YouTube qui a augmenté de façon très conséquente, notamment quand on regarde ça sur la télé. Et culturellement, les Américains en voient beaucoup de pubs. Et nous, Européens ou en Asie, on a beaucoup plus de mal. Et ils se rendent compte en fait que le temps passé se reporte plutôt sur TikTok, qui a une façon plus asiatique de présenter la pub. Ils vous soumettent de la pub, mais vous pouvez la slider rapidement. Vous n'êtes pas obligé de subir comme ça l'équivalent de 20 à 30 secondes de pub avec le décompte, etc. Et donc, ils se plaignaient de ça, justement. Et je pense que les Américains, il faudrait qu'ils se méfient. L'acceptabilité des coupures et de la longueur des coupures est pas la même suivant les continents. Et ça leur porte préjudice et YouTube se retrouve en concurrence avec TikTok. Donc, attention. Eh bien, merci Ellie pour ce dîner. On marque une dernière pause et on se retrouve pour nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. À tout de suite. Carton jaune, carton rouge ou coup de cœur si vous êtes dans un bon jour. C'est selon votre volonté, mes amis. Fabrice, on commence avec toi. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Ce sera alors un plus série sur Apple TV+, Shrinking, la série avec Harrison Ford et Jason Segel. J'ai regardé tous les épisodes qui sont sortis jusque-là, donc il y en a eu 7. Ensuite, maintenant, c'est tous les vendredis. Moi, j'adore. Ça me fait rire. Harrison Ford en bougon au grand cœur, ça marche vraiment bien. Ouais. Voilà. Le seul bémol que j'aurais, je me demande en fait, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est vraiment très 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 américain et dans la façon d'aborder les trucs, dans les dialogues, etc. Même si c'est en partie écrit par Brett Goldstein qui est le bougon dans Ted Lasso, qui et donc non seulement joue dedans mais écrit aussi. Donc il y a des fois je me demande si on n'a pas de culture américaine, si on peut en profiter autant, mais c'est vraiment très bien, c'est drôle, c'est tendre, c'est tout comme j'aime. Voilà, moi je conseille ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Voilà. Bah, super. Et le petit moins que je voulais mettre, c'est que je n'en
peux plus des pré-rolls justement où Apple veut absolument me faire manger le MLS, c'est-à-dire le Major League Soccer, c'est-à-dire les trucs de football ils sont en train d'investir là. Et à chaque fois, il y a ça devant, et puis un nouveau truc aussi avec il y a un acteur américain dont j'ai oublié le nom là, le Reluctant Traveler. Donc c'est le voyageur qui n'a pas envie là, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est Eugene quelque chose. Voilà, donc je sais pas ce que c'est, un truc sûrement plus ou moins télé-réalité où ils font voyager un acteur connu là, et puis il dit qu'il a pas envie d'être là. Et ben moi j'ai pas envie de le voir non plus, et donc à chaque nouvel épisode de Shrinking, il y a MLS et ce truc là, et ça m'agace. Heureusement il y a le bouton skip pour passer le truc, mais vraiment ils veulent me faire manger du foot et de Eugene machin chose, et ça m'agace. Voilà. Et pourtant t'es déjà abonné, donc c'est bizarre. Voilà, au-delà de la promo. Ellie, ton coup de cœur ou coup de gueule? Un coup de cœur, et en fait trois petites choses très rapides. D'abord, la première, je me permets de te piquer l'idée à l'avance, c'est la série Liaison dont tu avais parlé, parce que j'ai commencé à regarder et je trouvais ça très 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 bien. Ah bah j'ai pas commencé. Les 2 premiers épisodes, et franchement c'est très bien. Donc avec Vincent Cassel et voilà. Et Eva Green. Eva Green, exactement. Entre autres. Donc, celle-ci a démarré, mais 2 choses qui arrivent très, très intéressantes. La première, un documentaire qui arrive ce vendredi sur le Real Madrid, qui a été filmé dans des conditions d'accès incroyables par Apple. Donc, on est dans le vestiaire avec les joueurs, on est dans les grands moments des championnats. Donc, pour ceux qui aiment le Real, ça va être vraiment un truc à ne pas rater. Mais oui, je l'attends impatiemment. Et surtout, et c'est ça mon coup de cœur, un film qui arrive le 21 avril, si vous ne l'avez pas remarqué, qui s'appelle Ghosted, donc avec Chris Evans, que vous connaissez, puisqu'il a fait déjà des séries dans Apple TV et qu'il a fait tous les Star Trek, etc. Et surtout, l'excellentissime Ana de Armas, que vous avez vu dans Marilyn et que vous avez vu dans James Bond aussi, qui est une actrice cubano-espagnole, sur maintenant une nationalité espagnole, qui est éblouissante. Regardez la bande-annonce, ça vaut n'importe quel James Bond, voire Mission Impossible. Elle est sur Apple TV+. La bande-annonce, elle est juste incroyable. Le 21 avril, j'attends impatiemment. Je l'ai marqué en rouge dans tous les calendriers, parce que vraiment, regardez cette bande-annonce, vous allez voir. Ghosted. Dans 1 mois et demi. Yes. Ghosted, ok. Merci Ellie pour ces 3 coups de cœur. Fred, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton à partager avec nous? Alors le carton, je l'ai fait sur Gurman, donc ça c'est bon. Ouais, c'est vrai. Il m'a énervé. Je l'aime bien ce garçon. Mais il en a pris pour on l'aime bien, hein, nous Marc. On l'aime bien. Ouais. Après, il a pas 100%, il est pas 100% accurate, hein, et il dit aussi des conneries comme tout le monde, hein, ça c'est normal. Calme-toi Fred, je crois respire fort. Je crois que quand on l'avait eu dans l'émission, il avait estimé son pourcentage de réussite. Je me souviens plus quel chiffre il avait donné, mais il avait donné un pourcentage. Très haut. C'était pas mal, autour de 80%, il est haut, hein. Je crois. 80, ouais, c'est ça, 86 j'avais noté, je crois, dernièrement. Il était pas mal. J'ai vérifié parce que là, il disait tellement de conneries, j'ai dit, il va faire baisser son score. Non, mais on verra, je veux pas m'avancer. Et hop, une couche supplémentaire. Mais j'ai dit à Vadim, ne le suis pas trop, voilà, parce que tu vas sombrer avec lui. Bon, on verra bien. Non, c'est plutôt un bon, et donc, t'as quelque chose de plus positif pour nous Ouais, de plus positif. Ou tu peux dire du mal encore, si tu veux. Hein. Non, je suis plutôt, moi, verre à moitié plein qu'à moitié vide, en général. Non, c'est quelque chose que j'ai vu un peu dans le doute sur Prime Video. Là, je vais changer. J'étais sur Prime. Ça s'appelle The Consultant. Je l'ai vu parce qu'il y avait Christophe Waltz, qu'on a vu, vous savez, dans Inglourious Bastard. De Tarantino, où il fait un Allemand SS assez terrible, là, qui... Vous voyez de qui je parle? Et dans Spectre, James Bond aussi. Il est froid, il est vraiment terrible. Il cherche justement, il cherche une famille et le fermier. Ils sont tous sous le parquet. Je sais pas si vous vous rappelez. Ils sont sous le parquet, bien sûr. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Elle est interminable cette scène. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment un grand moment de cinéma, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à voir.
Alors là, il a un rôle un petit peu pareil. Il est censé être autrichien, être consultant. Il arrive dans une start-up et il va remplacer le PDG Song d'origine coréenne qui va être tué par un gamin qui visite les locaux. Donc un truc assez sordide. Et il prend et personne ne le connaît. Mais il y a un contrat qui fait que ce Song, avant de mourir, effectivement, il a signé pour que lui redresse la boîte. Et donc il a ce côté un peu rôle, un peu bizarre, etc. Et donc c'est une série, c'est une première saison qui est vraiment pas mal, qui met plein de pistes. Alors, je suis un petit peu sceptique. Le seul petit bémol, mais je vais pas, de toute façon, je vais pas dévoiler, c'est que des fois, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de mystères, on sait pas qui il est, etc. Donc, la première saison, on reste un petit peu sur sa fin parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais c'est un petit peu le but aussi des séries. J'espère qu'il y aura une saison 2, mais il fait un bel exercice aussi dans cette série. Il est assez brillant, je conseille. Et donc, elle s'appelle comment cette série ? Le consultant. C'est sur Prime, là ils le mettent vachement en avant, elle est pas vieille, elle a dû sortir il y a quelques jours, voire quelques semaines. D'accord, ok. Eh ben super. Eh ben moi j'ai un petit conseil. Alors moi j'ai piqué l'idée à Ellie. J'ai vu la bande-annonce il y a quelques heures et ça m'a fait envie. C'est une nouvelle série qui arrive très bientôt sur Apple TV+. Elle s'appelle Silo. Alors on est un peu dans le post-apocalyptique. Hein. Si vous êtes dans Last of Us, c'est pas la même ambiance. Tout se passe sous terre. Mais c'est un peu le même esprit sans les zombies, si j'ai bien compris. Ah, c'est ça. Maintenant, la question est de savoir si tout ceci n'est pas qu'une gigantesque mascarade, puisque apparemment la surface de la Terre est, comment on dit, polluée et inhabitable. Enfin, inhabitable. Voilà, si on sort, on meurt. Donc, ils sont des millions parqués dans les profondeurs, et plus on est en bas. Moins on est bien loti, et puis quelqu'un va sans doute se demander si tout ça n'est pas qu'un grand mensonge. Donc ça s'appelle Silo, c'est avec une jeune femme excellente dans Mission Impossible notamment, qu'on avait vu aussi dans The Greatest Showman, dans Dune. Et dans Dune aussi, hein, qui est Rebecca Ferguson. Mm. Et alors je sais qu'il y a une date de sortie, ce serait pas fin avril ou mi-mai, je ne sais plus. Je ne retrouve pas la date. Elle a été annoncée, et je ne sais pas. Ouais, c'est pas tout de suite. D'ici là, vous aurez le temps de regarder la saison 3 de Ted Lasso, qui arrive donc dans 8 jours, hein, c'est le 15 mars. Et à propos de Ted Lasso, c'est Gilles qui a gentiment partagé cette info avec nous pendant qu'on enregistrait. Interview de Jason Sudeikis qui confirme qu'effectivement la 3e saison marque la fin d'un cycle, hein, mais qu'il pourrait y avoir d'autres contenus qui se déroulent à l'AFC Richmond à l'avenir. Alors, est-ce que ce sera avec lui ou sans lui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le décor de ce club de foot pourrait servir pour peut-être, je sais pas, un spin-off ou je ne sais pas. Enfin, tous les termes que vous connaissez très très bien. C'est la fin de cet épisode 127. On se retrouve dans une semaine pour l'épisode 128, hein, évidemment. On va pas rater un rendez-vous comme celui d'iWeek. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Petit rappel, c'est très important. Alors, je le dis toutes les semaines, donc à force, vous vous dites peut-être que ça n'a aucune importance. C'est très important pour nous. On a besoin de votre présence et de votre soutien. Et donc, si vous ne faites pas encore partie de la communauté Patreon, rejoignez-la. Vous nous aiderez à poursuivre l'aventure iWeek. On en a vraiment besoin. Ça se passe donc sur patreon.com/iWeek. Faites comme Frédéric Crassin, hein, qui est avec nous et qui est aussi l'un de nos soutiens. Merci d'ailleurs à nouveau, Fred. Vous retrouvez également cet épisode en vidéo sur YouTube à partir du dimanche et en avant-première dès le jeudi, justement, et sans pub sur patreon.com/iWeek. Une communauté pour laquelle nous prolongeons l'épisode chaque semaine, juste après le générique de fin, avec un bonus exclusif dispo en audio et en vidéo. Et cette semaine, il est consacré à ces moteurs de rendu de navigateurs web concurrents de WebKit. Alors, Google en teste un, Mozilla en teste un autre avec Firefox.
On en parle donc dans ce bonus cette semaine. Salut les amis, salut Fabrice. Salut mon capitaine. Voilà, bel épisode encore avec des rebondissements et mais oui, mais non et tout ça et le contraire. Formidable. Formidable. Bon, Fabrice Neumann, c'est toujours ton nom complet? C'est toujours mon nom et c'est comme ça qu'on me trouve sur les réseaux sociaux, @Fabrice Neumann, c'est ça que j'essaye d'avoir. Voilà. Avant, je vous raconte un petit truc. Avant, j'essayais d'avoir F Neumann, mais en fait, j'ai un cousin qui s'appelle Frédéric et on se battait pour être le premier à avoir. Alors donc du coup, je mets mon nom complet. T'as raison. Puis c'est plus simple, hein. Exactement. On est quasiment sûr que c'est toi. Donc tu es toujours mentor en technologie et on te trouve aussi sur ton site. Mon site pro-fusion-conseil.fr. Merci d'avoir été là à nouveau Fabrice et salut à toi Ellie à Bitball. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir, on fait une bise aux absents, Gilles Dounès, François Le Truédic, que vous retrouverez également très très vite dans la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple, des visuels désormais pour les chapitres, c'est quand même très pratique et très sympa. Vous nous le dites d'ailleurs dans vos commentaires. Merci pour vos retours, ça nous encourage à continuer évidemment. Chaque jour, ce sont les 5 infos essentielles des dernières 24 heures dans l'écosystème Apple. Et je vous rappelle que c'est gratuit sur toutes les grandes plateformes de podcast. Vous nous suivez sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news, Mastodon @iWeekNews, @mastodon.world. Prenez bien soin de vous. Merci Fred d'être venu. C'était un plaisir à nouveau. À très très vite pour la suite. Ouais, plaisir partagé. On reparlera de l'iMac M2 ou M3, évidemment. Ouais, et on là, je me diffusera... suis beaucoup avancé. Hein. Oui, et on diffusera un extrait de cet épisode. Ouais, Prends bien soin je me suis mouillé, mais bon, quand on se mouille beaucoup, après, soit on s'excuse beaucoup, soit on est très content. Prends bien soin de toi, Fred. Prenez bien soin de vous. Parlez d'iWeek autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, vous le savez. Passez une belle journée, une belle soirée. Très belle fin de semaine. Et à la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.